C'est aujourd'hui que commence le début de la fin. One Piece. En route pour Edge et d'après le pays des Wa. Entrez donc dans l'île de la technologie ici et là. L'empereur au chapeau de paille est arrivé. Un énorme assaut est sur le point de commencer. La bataille y fait rage et vous y êtes piégés. Accueillez messieurs les doyens de la royauté. One Piece, One Piece, One Piece. La course est lancée. One Piece, One Piece, One Piece. Imu va se faire enculer. C'est les empereurs commencent la mêlée. Le roux a vu le gamin et l'annihilé. Le grand marshal s'est mis contre l'eau. Avec sa salade de fruits, il se jette à l'eau. Le monde est sur le point de basculer. Vegapunk, le scientifique de renommée mondiale, finira aux ordures que c'est banal. Un de ses satellites finira piétiné. C'est One Piece, One Piece, One Piece. La course est lancée. One Piece, One Piece, One Piece. Imu va se faire enculer. Dépêchez-vous les gars. Bien le bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie avec aujourd'hui l'arc entier de One Piece concernant Egghead Island ou l'île d'Egghead ou Egghead ou ta mère la pu... Non, pas du... Non, pas... Oui, je sais, on devrait commencer sur des meilleures bases. Oui, c'est vrai, pardon. Alors là, vu qu'on est dans l'intro, c'est un peu le côté chiant. Donc, déjà, je voulais vous parler un peu plus de One Piece, de mon ressort personnel, puis, si je puis me permettre de dire les choses ainsi, de ma propre sensibilité. Alors, grosso merdo, j'ai commencé One Piece en 2011 avec l'animé. Et j'ai commencé le manga en 2013. Depuis chaque jour, plutôt chaque semaine, oui ou chaque jour du coup, j'attends avec grande hâte le prochain épisode et le prochain chapitre. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de l'animé. Enfin bon, il y aura des extraits de l'animé pour un peu fluidifier la vidéo, mais on va parler du manga. Parce que bon, comme vous le savez, l'animé a été en pause pendant un petit moment. Et on a eu un remake de l'arc des hommes poissons que personnellement j'ai bien apprécié. De ce fait, donc, l'animé va reprendre. Et nous sommes en plein dans l'arc Egghead. Mais, au niveau du manga, l'arc est fini depuis belle lurette déjà. Puisqu'au moment où j'enregistre, on est au chapitre 1143, 1142, je sais plus. Et cet arc, qui est l'arc Egghead, comprend les chapitres 1058 au 1125. Soit, d'après Wikipédia, enfin le Wikia de One Piece, le tome 105, donc ça on peut le vérifier, au tome 100, lui on peut pas le vérifier, il n'est pas encore sorti. Le prochain tome qui sort, c'est le 109. Genre c'est du 109, c'est pas du 100 vieux. Butez-moi par pitié. Il s'agit d'un arc de 67 chapitres, hein, qui avait dit que ce serait un petit arc ou un gros arc, et je ne sais pas ce que ça représente en vrai, parce que j'ai pas encore fait les mathématiques. Et c'est le 32e arc de One Piece, toujours d'après le Wiki. Il s'agit du premier arc de la saga finale que nous est présenté donc dans One Piece, et autant vous dire que ça commence fort. C'est un arc qui est découpé en plusieurs parties, j'en ai noté 6 distinctes, que vous pouvez voir sur ce petit tableau. Non, je ne suis pas fou, je suis juste vierge. Les 6 parties qui ont été jugées par mes soins se distinguent donc en route vers Egghead Island, puisque de toute façon, enfin je veux dire, le début de l'arc c'est la fin du pays des Wa. C'est-à-dire qu'on a le rideau de fin pays des Wa, ensuite on a l'équivalent de 3 chapitres où on va vers Egghead avec la Cross Guild et tout le bordel, le nouvel empereur et tout le bazar, puis on arrive sur Egghead.
Donc ça c'est le deuxième lieu. On a un chapitre avec Shanks Kid, on a la ruche, on a la rêverie, aussi avec le côté les révolutionnaires et tout, et le flashback de Kuma. Bon, après ça c'est plus de l'analyse perso que quelque chose d'officiel. C'est juste que je trouvais ça intéressant de noter le fait que c'était découpé en plusieurs parties. Bref, je vais partir du principe que vous êtes au courant de ce qui se passe sur cet arc, parce que un chapitre, One Piece fait partie de ces œuvres qu'on ne raconte pas mais que l'on regarde ou qu'on découvre, qu'on lit en fonction du format que vous voulez. Je veux dire, soit vous regardez en VF, soit vous lisez en VO, soit vous lisez le manga, soit vous lisez les scans, soit... faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais c'est une œuvre qui se vit, ce n'est pas une œuvre qui se raconte, donc je ne vais pas vous faire de résumé. Peut-être, éventuellement, plus tard, sur une éventuelle petite vidéo de 12 heures, même si je sais que ce sera pas forcément assez de temps pour tout raconter, on verra. Ce que je vais faire, c'est vous présenter des points concernant des catégories et admettre un vœu avec une explication, avec de l'analyse, quelque chose qui va être plus dans cette idée-là que simplement vous dire « Alors ils arrivent sur l'île, il y a le docteur, et puis après c'est la guéguerre, et puis voilà ». Je préfère faire comme ça. Et bien entendu, je le présente, mais il y aura des spoilers pour des raisons évidentes, et je sais que justement, actuellement, nous sommes dans l'art vivant de One Piece, je fais des réactions au chapitre et je les analyse, donc je suis au courant de ce qui se passe, n'ayez crainte. Mais pour les personnes qui sont là seulement pour Egghead et qui ne sont pas au courant du prochain arc, on va en parler de toute façon du prochain arc, mais on va pas aller dans les détails, on va rien dire réellement. S'il vous plaît, spoilez pas, respectez les gens. De toute façon, si quelqu'un spoil sans vraiment mettre de warning, je pense que ça dégagera. Mais évitez au max SVP. Alors par exemple, il y a des personnages mystérieux dont on va parler. C'est vrai qu'on a peut-être des réponses sur Egghead. Enfin sur l'arc Arbab. Bah s'il vous plaît, voilà. Respectez un petit peu ce genre d'éléments. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. J'ai pas dit de truc. Il est débile et immature depuis 5 secondes. Alors allez, on y va. Les chapeaux de paille. Alors, là, ça va être véritablement très rapide, parce que ça va plus être l'idée d'un listing d'éléments qu'on a sur eux. Parce que bon, forcément, c'est un crew, c'est une unité, c'est un corps simple qui est séparé en plusieurs zigotos, mais chacun a quand même sa petite dose d'éléments assez intéressants qu'on peut admettre, à l'exception de... Bref, vous verrez en temps et en heure. Alors, Luffy, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cet arc concernant cet individu? Bah déjà, on a la connaissance, enfin l'absence de connaissance de son rêve, je sais toujours pas ce que c'est. On peut admettre des thèses dessus, mais il y a vraiment rien qui peut admettre une thèse assez sérieuse, on peut que extrapoler dessus, donc on va pas aller dans les détails de qu'est-ce que ça pourrait être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le partage au reste de l'équipage. On a son round 2 avec Lucci aussi, qui est assez intéressant, et bah, le fait qu'il arrive à reculer la plus haute instance gouvernementale, et pour l'équipage de manière générale aussi, c'est un peu une revanche sur Kizaru, puisque ça fait évidemment écho à l'arc Sabaody, quand lui, Sentomaru et les fameux pacifistas leur ont foutu la misère. Avec Kuma aussi. Mais bon, ça c'est logique. On en reparlera de Kuma, vous en faites. Zoro, on a son combat avec le doyen, là, dont je vais juste prononcer le nom au moment où je présenterai les doyens, parce que j'avoue que j'arrive jamais à le retenir. Et puis il est chiant à lire aussi, ce nom. On a dans les dires de Zoro, au tout début de l'arc, des fois je vais peut-être dire chapitre au lieu de arc, c'est juste un toc, j'en suis désolé d'avant. Un parallèle avec l'arc Alabasta, justement, quand on a Vivi et qu'il a pas de cœur, bah là, on a quelque chose d'assez similaire. C'est assez sympa de voir que Oda fait des échos à des éléments passés. Vous verrez de toute façon avec la moitié des extraits que je vais vous passer, il y a beaucoup d'éléments du passé qui sont remis en écho ici, et avec le contexte actuel, c'est toujours assez marrant à voir. D'ailleurs, il y a certains trucs qui sont dans les extraits sur lesquels je vais pas rebondir parce que c'est évident. C'est comme vous dire, regardez cette fleur, elle est jaune. Bah, ça se voit, connard, tu vois, enfin, mais bref. Et aussi, élément assez intéressant, c'est la lame du doyen, sur laquelle on pourra revenir vite fait après, qui est une lame de... Kitetsu, si je note bien mes notes de lecture. Je vous avoue que tout ce qui est background, un peu lore des lames, des épées, j'ai un peu du mal à retenir ou à vraiment rentrer dans le truc. Donc désolé si je suis un petit peu ambigu là-dessus, mais voilà, c'est une lame assez noble, une lame assez bien, une arme de qualité suprême si je puis dire, et c'est assez marrant de voir que les deux en ont une. Ro et le doyen. Et on a bien entendu
plus important, son round 2 avec Kaku. Nami, elle met au service de ce chapitre ses compétences météorologiques avec l'espèce de grosse tempête bizarre là. Pour moi c'est une couille divine ce truc. Et la thune comme d'habitude, hein, et la mode, et voilà. Je vous ai dit c'est une partie qui est très chiante, après c'est plus intéressant, hein, je vous assure. Mais bon, je veux juste parler des personnages principaux pour des raisons évidentes. Usopp, bah là c'est son prélude à Airbuff, hein, puisque bah Vegapunk le dit, il faut qu'on parte vers Airbuff, et on le sait dans ce chapitre, on a les géants de l'équipage légendaire qui se sont reformés, non pas pour former les reliques de la mort, mais pour venir sauver leurs copains. Donc le prélude à Airbuff. Sanji, on a son combat avec un doyen et le fait qu'il soit toujours attiré par la jante féminine, chose qui ne change pas. Mais ce n'est pas lui, c'est Zoro qui mate le cul de York. Ah, par ailleurs, on m'avait bien vanné sur le short que j'ai fait sur la blague comme quoi Zoro mate un cul, et la putain de blague du truc, c'est que c'est de la mécanophilie. Et on m'a fait LOL, elle a 16 ans. On va en reparler en temps en heure des Vegapunk, vous en faites pas. Choppa, bah ce qui est assez intéressant, c'est le fait que les données de la médecine générale sont enregistrées au sein des Punk Records, on va en reparler aussi en temps et en heure, donc des données qui sont backup par Vegapunk et des données qui concernent bien plein d'éléments en soi, hein, mais les éléments de la médecine qui peuvent intéresser Chopper. Et donc il est comme un gosse, ce qui est normal. Robin, elle apprend que son copain Zoro, plutôt son père de substitution, est toujours vivant. Enfin, c'est pas vraiment son père de substitution, mais c'est un peu l'image paternelle qu'elle avait, même si on peut débattre sur le fait que c'était Clover. Bon, bref, c'est comme sa famille, voilà, faites pas chier. Il est encore vivant, et il est à Airbuff avec tous les bouquins de Ohara. On reparlera d'Ohara bien entendu en temps et en heure, mais on a quand même une petite séquence émotion assez propre sur Robin qui fait que oui, j'ai peut-être eu un peu de poussière dans l'œil, je suis très sensible, je sais qu'on dirait pas comme ça, et je vous chie à la gueule. Mais voilà, Franky, bah là c'est clairement le moment où il rencontre son idole. Je dois admettre que je suis un tout petit peu déçu quant à Franky parce que je me serais attendu à beaucoup plus d'éléments de sa part, puisque bah c'est genre un arc parfait pour lui, mais en soi, vu le contexte qui a été pris avec le Buster Call et tout, pardon, ça ne change rien. Et dans tous les cas, Oda s'était un peu tiré une balle dans le pied, puisque Franky étant allé dans le premier labo de Vegapunk, il avait déjà un peu eu son arc Vegapunk. Donc là, c'est plus un arc qui concerne autre chose que Franky en soi, mais voilà. J'admets une petite réticence. Vous verrez, c'est très rare que je critique One Piece parce que je suis un fan de merde. Genre, je ne prends rien objectivement. Donc, c'est très rare quand je donne un élément de ce genre. Brook, pas grand chose. Jinbei, bah il est mis, pas techniquement face, mais il y a son clone, là où il est, clone de lui enfant. Et on a un petit élément qui a été vu déjà en post-Marineford lorsque Hancock est assez casse-couille. Enfin, on sait qu'elle connaît Jinbei, mais je veux dire, c'est marrant parce que voilà, Hancock et Ace Snake ont le même facteur de linéage avec Luffy, et bah ça fait écho à cette scène où Jinbei il rigole encore, et voilà, et... Ah ouais, ce que je veux dire. Complètement raté. Encore un échec. Comment ça se fait que j'arrive pas à contrôler les désirs des êtres vivants? Ça c'est fâcheux. Je sais pas d'où tu sors, gamine, mais merci pour tout. Tu nous as sauvé la mise. 3 missions. J'avais donné 3 tâches à remplir pour le Mecha Shark. Reconnaissance, signalement, torpillage. S'il bouffe tout, j'aurai pas de marchandises précieuses à me mettre sous la dent. Oh, j'ai commis une erreur de programmation. Mais qu'est-ce qui vous dit que je vais vous sauver, pirate à la manque? Je suis un scientifique de génie sans le sou, missionné par le gouvernement. Oui, c'est moi, le docteur Vegapunk. Bon, maintenant on passe à une session plus intéressante, on rentre vraiment dans ce que j'aurais envie d'appeler un espèce d'iceberg, même si bon, j'ai jamais vraiment compris le principe. Mais voilà, on va commencer à parler des Vegapunk. Alors, Vegapunk, élément assez intéressant, mais lorsque Lilith apparaît, on aurait tous pu croire que c'était vraiment le Vegapunk principal. Alors, en termes d'analyse, ce que j'ai envie de vous dire à ce moment-là, c'est que au sein de l'anime,
On avait déjà eu une adaptation de Vegapunk avec sa voix, seulement sa voix, et sa voix était masculine. Mais, puisque l'anime n'est pas le média principal d'utilisation, bah puisque c'est le manga, que ce soit masculin ou féminin, ça change rien. Mais, l'autre élément qui est assez intéressant et pertinent, c'est le fait qu'elle est beaucoup trop jeune. Robin le dit elle-même dans le chapitre qui suit son apparition. Vegapunk est censé être vieux, donc c'était sûr en fait que c'était un backup. Donc, ces satellites sont divisés en 6 corps différents, qui représentent chacun quelque chose. On a Shaka pour le bien, on a Lilith pour le mal, on a Edison pour l'inventivité, Pythagore pour le savoir, Atlas pour la violence et York pour l'envie, MDR. Et on a le Vegapunk Stella qui est le Vegapunk principal et son titre qui est chef de la GSS, c'est-à-dire le groupe scientifique spécial de la marine. Et rien qu'avec cette révélation sur le Dr Vegapunk, on a quelque chose d'assez intéressant avant même de parler du Punk Record. Vegapunk est théoriquement immortel, et ça c'est quelque chose que l'on voit. Même si le corps principal de Stella se fait tuer par Kizaru, il nous reste Lilith et les autres Vegapunk qui sont encore vivants. Je veux dire, York, elle est sous la responsabilité actuelle de Garland Garling, on va en reparler de lui, vous en faites pas. Et les autres satellites, mis à part Shaka, se sont reformés un corps, enfin bon, même si techniquement Shaka aussi, mais bref, ils se sont reformés un corps et sont vivants, avec les Punk Records en plus dans la poche. Donc oui, Vegapunk est théoriquement immortel. Et là, je suis un peu face à un mur parce que je veux parler de l'arc-baf et je peux pas le faire tout de suite. Et peut-être qu'au moment où j'en parlerai, j'aurais oublié. Et ça me frustre. C'est pourquoi on va passer directement à Clover. Clover, lui, c'est un ami de Vegapunk. C'est quelque chose qu'on sait avec le moment où il va sur Ohara, pour se recueillir sur sa tombe avec Dragon. Mais aussi, on a eu un autre élément, il y a 26 ans, sur Punk Hazard, pardon, Vegapunk et Clover ont parlé ensemble. Il y avait aussi le dragon qui était en bébé là, mais ils ont parlé d'une chose assez intéressante, c'est le clan d'Eddie. Puisque oui, Clover fait partie du clan d'Eddie. Clover. C'est marrant, il s'appelle Clo. Clover, c'est marrant. Et on apprend quelque chose d'assez triste, c'est le fait que son frère ait été tué par ce nom, parce qu'il avait un dit dans son nom. Donc il y a 26 ans, on peut imaginer que le gouvernement a fait une espèce de purge des clans du dit. Que certaines personnes ont réussi à le cacher, d'autres, comme Garp, étaient alliés, donc il n'y avait aucune raison de s'en inquiéter, puisqu'ils étaient sous leur botte. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas grand monde dans le clan d'Eddie. Actuellement en vie, je veux dire. Ou du moins, à notre connaissance. De retour dans l'ère actuelle, Vegapunk est au courant du fait qu'il va mourir, puisque... en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, dans un premier temps, cette introduction nous permet d'avoir un Vegapunk qui est assez conscient des choses. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait qu'il sait qu'il va mourir. Et sur la fin de l'arc, on a cette révélation avec le fait qu'il ait compris que York était une taupe et qu'il s'est fait une note à lui-même. Et donc je trouve que le parallèle est assez intéressant et bien mis en scène. On a une belle manière de présenter, pas forcément un fusil de Chekhov, une petite préparation paiement, et je trouve que c'était sympathique à lire. Concernant un peu maintenant les événements de Egghead, parce que là c'est la partie où on parle justement Vegapunk Egghead, et aussi on va parler après de ses aventures. Pour tout ce qui concerne la place, le lieu, et tout ce qui se passe avec ce fameux Buster Call, même si on va un peu revenir là-dessus dans d'autres catégories, c'est pour ça c'est un peu décousu aussi. Je vous demande un max de bienveillance parce que c'est la première fois que je fais une vidéo là-dessus. Au moins, si je fais de la merde à certains points, pardon, on pourrait ne pas les refaire pour l'arc Erbaf qui sera donc le prochain arc analysé. Mais voilà, bref, donc comme l'a dit Saturne, sur Egghead, on est sur une situation assez, comment dire, délicate pour le gouvernement, puisqu'on a un gars qui fait des recherches sur le siècle oublié. On en a un autre qui descend d'une tribu éteinte, Kuma, qui d'ailleurs arrive pour donner un magnifique punch à cet enculé, avec un moment trop choupi de Bonnie. Et on en a un autre qui réveille un dieu, les reliques de la mort. L'équipage légendaire des géants arrive sur Egghead, avec donc deux personnages que nous ne connaissons pas et qui pour l'instant ne sont même pas encore nommés, mais surtout les deux capitaines, Dory le démon bleu et Brogy le démon rouge, ainsi que Aomwa et Kashi que nous avions vus sur l'arc de Water 7. Et le Dom de Luffy réveille Emmett, un personnage bien intéressant, que c'était un adjuvant de Joy Boy. Il a attaqué Marijoa, et que maintenant il est sur Egghead dans la partie un peu poubelle. Et Vegapunk essaie de déceler un peu son secret. Mais on va parler d'Emmett, vous en faites. Et surtout un élément assez bien dans le chaos que représente le Buster Call et tout cet assaut de la marine et du gouvernement mondial contre Vegapunk, Kuma et Bonnie qui voient Nika. Vous en faites pas, vous aurez votre émotion avec Kuma. Oui, on va en parler. Non mais vous allez souffrir comme j'ai souffert, j'en ai rien à foutre. Capable de toucher, il l'accepte comme une chose authentique. Quoi? Bah alors elle existe pas, la dame? Tu doutes de mon invention? Elle existe pas, mais
question d'exister ou non. Arrêtez avec ça. C'est à vous de décider si vous croyez en son existence. Pour moi, c'est une conception périmée. Elle appartient au passé. Vous comprenez? Parlons un peu maintenant des inventions. Alors là, pareil, on est sur du listing, des choses qui sont un peu pertinentes et un peu moins pour certaines. Commençons directement avec le Vega Force, méga robot. Eh ben c'est juste un méga robot trop cool. Et de toute façon, on pouvait en être sûr qu'à un moment donné ça arriverait, puisque Oda est un énorme fan de robots. Alors, j'ai un pote à moi qui est aussi énormément fan de tous ces trucs de robots géants et tout. À titre personnel, je suis pas forcément super fan, donc je sais qu'il y a des éléments de référence à certaines choses, mais j'ai pas assez de recul dessus et assez de connaissances pour pouvoir techniquement m'octroyer le droit d'en parler. Tu sais que ça fait pas trop sens, mais voilà, je sais, Goldorak, tout machin, mais je vais pas étayer le propos parce que j'ai peur de dire de la merde. Il y a aussi le Mecha Shark, et pas le Méga Shark. Butez-moi. Ainsi que tout l'armadal des Sea Beast Weapons, soit les créatures des mers armées. Armes qui sont des armes. Bon, je veux dire, je pourrais vous décrire le truc un peu plus, mais vous voyez ce que c'est. La notion d'hologramme, qui est assez intéressante, parce que il s'agit d'hologrammes qui peuvent être touchés, sachant que techniquement un hologramme, il s'agit simplement d'un jeu de lumière. Mais non, là, on a la possibilité d'avoir un contact physique avec des éléments scientifiques expliqués par Atlas, pardon. Mais puisque j'avais trop en physique-chimie, je n'ai pas étayé le propos un peu plus que ça. Et passer directement au cher recycleur qui, on doit l'admettre, à Paris serait magnifiquement utile. En fait, dans toutes les villes, les Français sont des grosses merdes. Crado, j'aime mon pays. Vous en faites pas. Bon, faut bien admettre qu'on n'est pas très discipliné pour ce qui est déchets, hein. Ouais. Punk Record, alors c'est bien, on va pouvoir parler vite fait un peu du Punk Record, puisqu'on en a parlé un peu en amont. Il s'agit, grosso merdo, de stocker tout le savoir qu'a accumulé le Dr Vegapunk dans son cervelet, afin de le partager au monde. Oui, parce que Vegapunk a bouffé un fruit du démon aussi, mais on en reparlera après aussi de tout ce qui est fruit du démon. Et donc, ce fruit du démon lui a permis d'accumuler du savoir. Et ce savoir, il est stocké quelque part, Punk Record, et ça lui permet de le partager au monde. C'est le but. Pas assez développé pour être le cas actuellement, mais c'est le but et la volonté qu'a Punk. En parlant de volonté, il a aussi la volonté de créer une énergie qui serait assez durable et limitée pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et on sait très bien que si le gouvernement met la main sur ce genre d'énergie, ouais. On a aussi des éléments concernant le clonage des fruits du démon. Vegapunk explique que cloner un fruit Zoan et un Paramecia, ce n'est pas chose aisée, mais c'est possible. Cependant, tout ce qui va être Logia, c'est pas que c'est impossible, mais c'est qu'il y arrive pas. Il pense que ça peut se faire. C'est d'ailleurs lui qui a cloné le fruit de Kaido, qui, de son point de vue, et c'est une séquence assez sympathique en termes de comédie, est à rattache totale. Tout simplement parce que le dragon est bleu. N'est pas bleu justement, mais rose. Et c'est l'un des traits de caractère assez intéressants sur Vegapunk qui nous est présenté grâce à cet élément. Vegapunk est perfectionniste. Et quand on est un scientifique comme lui, les choses bien. Extrêmement rare. Le Séraphin va devenir encore plus puissant. C'est Serpent. Le karaté des hommes poissons. Attaque spéciale, bi-étoile verte, arme explosive de demain. Je suis bien conscient que ce n'est pas digne, mais j'ai du mal à tout donner. La création des séraphins avec les fameux traits de caractère de linéage et le Green Blood, comme c'est présenté en VF, ça s'appelle pas le sang vert, mais le Green Blood. Grosso merdo, les séraphins, ce sont les corsaires
clonée avec de l'ADN de Lunaria. Et on sait tous de qui on parle quand on parle de Lunaria. On a tous un flashback qui est le flashback de Kaido, auquel justement on ajoute un fruit du démon cloné. Par exemple, Char, c'est tout connement l'ADN de Jinbei plus l'ADN de Lunaria avec du sang vert et un fruit du démon, celui de Senol Pink. Idem pour Ace Snake, c'est l'ADN de Hancock avec de l'ADN de Lunaria, du sang vert et le fruit de la passion. Pour Mihawk, exactement pareil, l'ADN de Mihawk, ADN de Lunaria, sang vert et le fruit de la Taillade. Et Mr. One. Et c'est ainsi que Vegapunk a créé les êtres vivants les plus puissants du monde. Et ils sont vachement forts. Ça, on peut le voir sur les combats qui se passent. On va avoir aussi tout ce qui est l'ordre d'autorité qui est dessus, mais c'est pas clairement intéressant de détailler ce propos, à part dire que Vegapunk a réussi à la foutre à l'envers au gouvernement en faisant en sorte que Bonnie était le max concernant les ordres pour les pacifistes. Et oui, parce que c'est aussi évident à dire, mais les Séraphins sont le modèle amélioré des pacifistes. On a le Mother Flame, noté S108 ANMU. Imu, y a-t-il un rapport avec Imu? Oh. Bon, là, c'est pour vous expliquer le fonctionnement, pardon, vous avez vu les dégâts. Plutôt, vous allez les voir, en tout cas, avec un extrait, mais si vous avez lu ou vu l'animé, vous avez vu les dégâts que ça produit, quoi. C'est grosso merdo ce que j'aime appeler un espèce de Buster Call 2.0. Et d'ailleurs, on pourrait me dire, mais pourquoi ils ont pas utilisé le Mother Flame sur Egghead? Alors pour ça, il y a une raison qu'on va étayer après, c'est parce que, bah, il faut pas détruire Egghead, faut pas. Du coup, on fait un Buster Call, logique. Et le Mother Flame est aussi puissant qu'une arme antique, parce que ce serait une arme antique. Grosso merdo, ce serait Uranus, l'arme antique qui serait recréée grâce au Mother Flame. On a aussi une petite chambre dans laquelle Vegapunk a pu stocker la mémoire de Kuma, avec le pouvoir des fruits du coussinet. On a la création des Bubble Shield, probablement faite aussi grâce à l'ADN de Kuma et de son fruit du démon. Et sur une autre invention qui a aidé le gouvernement mondial, les fameux cuirassés en granit marin, qui sont un peu les nouveaux modèles de cuirassés. Truc un peu plus résistant, quoi. Puis bon, c'est pratique, si on a un utilisateur de fruit du démon qui vient pour attaquer, il va prendre cher. Sous un tout autre ciel, voici l'île Trucide, repère notoire de brigands. C'est un véritable paradis pour les forts bancs de tout poil. Parce que si on suit le point de vue des aventures de Luffy dans l'œuvre, c'est le personnage principal, il ne faut pas oublier que on a un autre rival qui se met aussi en marche, et c'est notre cher Marshall D. Teach. Nous le savions grâce à une mini-aventure, mais Pudding a été enlevé. On pourrait tout comment se dire que ce sera un otage facile pour Big Mom, machin, blablabla, mais c'est là que le mais est assez intéressant. Est-ce que ça aurait pas un lien avec ces trois yeux? On en reparlera des trois yeux après, vous en faites pas. Et surtout Caribou, qui depuis l'arc des hommes poissons, va enfin se révéler être une menace intéressante, puisqu'il a des connaissances sur les armes antiques, Pluton et Poséidon, l'une au pays des Wa, l'autre sur l'île des hommes poissons, et que ce savoir va être partagé avec son idole, Teach. On apprend aussi que Kobe a donné son cul à Teach pour Amazon Lily, afin que les soldats soient épargnés. Et je pense que dans la panique de voir le Seigneur des Ténèbres, pas Voldemort mais Riley, Teach a juste pris son petit otage et s'est barré. Vous savez, je pense qu'il vaut toujours mieux suivre les règles. Ah, en fait, il s'est passé un truc. Je m'apprêtais justement à vous en informer. Capitaine. Concernant l'équipe de bras cassés qui va aller sur la ruche pour sauver Kobe, sauver le soldat Kobe, je suis pas drôle. On a Hermep qui est maintenant commandant, Kujaku qui est sous-amiral du QG et qui fait partie du Sword, qui est la petite fille de Tsuro, la grande conseillère, et qui possède les pouvoirs du fruit du fouet. Ibari qui est lieutenant-colonel du QG et aussi qui est membre du Sword, Prince Gliss qui est sous-amiral
et membre du Sword, bordel de bite, possédant les pouvoirs du fruit de la bouillasse, et le fait que tout ce beau monde, dont Kobe appartienne au Sword, enlève toute la valeur du précieux otage. Mais, comme l'explique Teach, théoriquement, puisque c'est Kobe le héros, ça reste quand même un personnage populaire et important pour la marine, donc a quand même un otage de choix. Mais de toute façon, ça on s'en fout, puisque Kobe va réussir à s'échapper avec tout ce beau monde, à l'exception de Garp, qui aura combattu Kuzan, son ancien élève. Élément assez intéressant aussi sur la philosophie des deux personnages et toute la mise en scène dans les cases sur le moment d'émotion que ça nous a fait. Élément d'ailleurs assez bien adapté dans l'épisode, justement, où Garp combat Kuzan, où justement on a un travail qui est extrêmement bien fait sur l'animation, les frames, tout ce que vous voulez. Et la philosophie de Garp, la jeunesse c'est l'avenir, les vieux, vaut mieux les laisser périr. Il est donc pris en tant que prisonnier sur la ruche, et n'est pas mort. C'est quand même une bonne nouvelle, Garp n'est pas mort. Je vais reparler après de l'équipage de Teach en entier, dans la partie où je parlerai justement des fruits du démon et tout ça. Parce que vu que son équipage est entièrement constitué de membres de fruits du démon, on va en reparler à ce moment-là. Donc là je ne vais pas les détailler à cet instant, mais je les détaillerai après. Pour le nouveau monde, entre Barbe Noire, l'Empereur et Trafalgar Law. Je déteste être obligé d'attendre l'issue d'un combat. Je ne suis pas devenu général en chef pour poser mon cul sur une chaise. En parallèle de l'aventure de la ruche, Teach n'étant pas à la maison, parce que sinon je pense qu'il aurait défoncé tout le monde, il s'est mis à 1v1, enfin bon c'était un équipage contre un équipage, bref, il a combattu l'eau. Et on peut le dire ainsi, il lui a ouvert le cul comme c'est noté dans mes notes. L'eau survit et s'échappe avec Beppo, mais l'équipage reste assez mal en point. Et en parallèle, on a Shanks qui défonce Kid, qui prend son poneglyphe, qui utilise le trépas divin comme attaque utilisée par Roger, son père de substitution. C'est que c'est pas vraiment son père, mais je veux dire, dans la métaphore, c'est la figure paternelle de Shanks, vu qu'il était... Bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Élément assez intéressant à Impel Down aussi, on voit que Demaru Black, qui est à Impel Down, imite Kid, alors qu'avant il imitait Luffy parce qu'il était Famous. Là maintenant il imite Kid, parce qu'il était aussi Famous. 3 milliards quand même. D'ailleurs le fameux poneglyphe, on a eu un SBS qui nous révèle comment c'est. Il a grosso merdo combattu Snake, un des commandants de Big Mom. Et voilà, tout connement, il n'y a pas tortille du cul pour expliquer ça, je veux dire, voilà, c'est tout. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Law, Kid et Luffy étaient un peu l'équivalent du Monster Trio au Pays des Rois. Ils se sont mis à 2 contre 1 pour combattre une empereur, et lui, Luffy, s'est mis tout seul pour combattre un autre empereur. Et là on peut voir qu'ils ont pris un petit peu la grosse tête parce que ils se sont chacun retrouvés face à un empereur et ils se sont fait défoncer le cul. Autre élément un peu drôle concernant Kid et Shanks, les deux sont roux et ont un bras en moins. D'ailleurs on apprend que c'est Ben Beckman qui a arraché le bras de Kid. Alors arraché, coupé, enfin voilà. Mais dans tous les cas ils ont voulu jouer dans la cour des grands alors qu'ils étaient encore sur la cour des petits. Bac à sable. Non je déconne, c'est quand même des bons pirates, mais bon vous avez quand même l'idée. Ils ont voulu jouer avec le feu et ils ont perdu. Admettez juste que vous avez eu tort. C'est tout. On ne veut pas vous tuer. On veut juste... Laissez-moi tout de suite sortir d'ici, ordure! Le théâtre même de la rêverie. Le château de Pangée. Eh bien, sur le trône vide. Bureau des écoutes. Raccrochez l'escargophone. N'ai-je pas été suffisamment clair? Ici. Sur le trône où aucun souverain du monde n'est jamais censé s'asseoir. À toutes les unités, écoutez-moi bien. Vous n'avez jamais intercepté cette communication. Vous n'avez jamais assisté à cet échange. Le royaume de Lulusia. Quel est cet endroit? Allons de
quoi parlez-vous? Ce royaume n'a jamais existé. Le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est une partie assez intéressante et importante, et donc on va commencer en douceur avec la fameuse opération de suppression de Vegapunk que tente de réaliser le Cypherpol 0 en allant sur Egghead Island. On apprendra bien entendu que le Cypherpol 5, 5, 7 et 8, ou plutôt 5, 7 and 8, puisque bon, CP0 on dit à l'anglaise, pourquoi les autres mots on les dirait pas à l'anglaise, qui sont chargés de renseigner et d'espionner, ont échoué et ont été capturés par York, enfermés, affamés, limite torturés, et d'après certains hentai, elle leur aurait chié dessus en les utilisant comme toilette personnelle, mais ça c'est une autre histoire et ce n'est pas canon, alors on ne va pas en parler. C'est d'ailleurs à cet instant au moment où on apprend, qu'on apprend que York a pour souhait de devenir un dragon céleste. Bien entendu, le Vegapunk, qui représente l'envie, a des ambitions bien plus grandes que simplement être sous la botte du gouvernement mondial et de pouvoir réaliser des recherches sur le siècle oublié concernant son pote mort. C'est logique que York soit le traître. Je ne m'énerve pas, juste, je sais pas. Je hausse le ton, voilà. Merde. Et donc tout à l'heure on parlait du fait que le Mother Flame ne pouvait pas être utilisé sur Egghead et qu'on a donc dû utiliser un Buster Call. Et encore un Buster Call où bon, ne pas trop faire de dégâts. Pourquoi? Et bah parce que il y a trois choses que doit réaliser la marine et le gouvernement mondial lors de l'assaut de Egghead. C'est protéger York, protéger le Punk Record et le réacteur à fusion du Mother Flame. Bah oui, parce que si tu détruis la chose qui est la source de ton arme, c'est complètement con. Et d'ailleurs, on peut voir que deux des éléments ont simplement été accomplis, puisque le Punk Record a été volé, enfin plutôt récupéré par Vegapunk, Edison et Atlas et tout, voilà, ceux qui ont survécu. York a été protégé, et le réacteur a aussi été protégé. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Je suis à la recherche d'un homme prénommé Sentomaru. C'est un de mes subordonnés, voyez-vous? Non mais qu'est-ce qui vous prend? C'est juste une question. On est aussi sur un Buster Call qui fait écho à Ohara, puisque on a Kizaru qui intervient en tant qu'amiral. Là où Ohara, bah, pour le Buster Call, c'était Okiji. Et la mise en scène, à certains moments, peut être assez enfin, de toute façon, c'est deux Buster Call, et c'est deux Buster Call auxquels Robin a survécu. Je veux dire, il y a forcément un écho qui est fait. Dans tous les cas, Ohara, Clover, Vegapunk, enfin, c'est logique. C'est juste que, d'un côté, on avait un Buster Call qui ne nécessitait pas l'intervention des doyens, et de l'autre, on a quelque chose qui est beaucoup trop important, qui fait que les doyens qui ne sont pas venus sur la Terre classico, depuis très longtemps, sont obligés de descendre et d'intervenir pour la première fois depuis le début du manga. Ce qui est vachement intéressant en termes d'enjeu et qui montre qu'on rentre dans la saga finale. D'ailleurs, en parlant de Kizaru, on a tout un background concernant, enfin tout un flashback, pardon, concernant le personnage, l'émotion avec Kuma, Vegapunk, Sentomaru, qui fait que le moment où il gueule sur Kakainu, c'est pareil, j'ai de la poussière dans l'œil, hein. En ce moment il y a beaucoup de poussière, vous trouvez pas? Il y a beaucoup de poussière dans l'air en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Putain! En termes de vice-amiraux, nous sont présentés Bluegrass, Hound, Guillotine, Pomsky, Urban, Tosa, Doberman et Doll, qu'on connaît. Et pour la fin de l'arc, le Cypherpol, donc Keku et Lucci, Tussi, qui elle a laissé Kaku s'échapper. Ouais, on connaît Oda et la mort dans son œuvre. Voilà donc pourquoi vous autres, les 7 grands corsaires, êtes automatiquement destitués de tous vos privilèges et n'avez désormais plus aucun lien avec le gouvernement mondial. Autrement dit, Baggy, à partir de maintenant, tu n'es plus qu'un pirate ordinaire. C'est vraiment trop injuste ce que vous faites là. Vous avez même pas pensé à me consulter. Vous prenez vos petites décisions dans votre coin. Vous vous servez de nous et puis ciao. Vous avez enfermé Crocodile et Doflamingo qui s'étaient mal comportés. Et dans votre élan, vous vous êtes dit pourquoi pas les arrêter les autres. Directeur Baggy, ils ont encerclé tout le littoral. Est-ce qu'on s'enfuit? Pas question, on va leur montrer de quel bois on se chauffe et les défoncer. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces abrutis. Préparez-vous au combat. Ouais. On reconnaît bien le courage du directeur Baggy. Baggy, 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 Baggy. On dirait bien que ces soldats ne sont plus nos alliés. Leur acte de trahison est impardonnable. Weevil, lâche-toi, tu peux tous les dégommer. C'est vrai? Dans ce cas, je vais les massacrer! Je vais faire honneur au nom de mon père, Barbe Blanche! Une telle atmosphère hostile.
Cela faisait si longtemps. Alors comme ça, je suis de nouveau celui que l'on traque. Oui, et ce n'est pas tout. Des navires de la marine se dirigent vers nous. Qu'est-ce que tu as dit? Nous devons partir d'ici. C'est terrible. Du calme, voyons. Princesse Serpent. Ils ne peuvent tout de même pas avoir oublié. Ces chiens de la marine. Si nous avons été choisis pour faire partie des 7 grands corsaires, c'est uniquement parce qu'ils avaient besoin de notre puissance. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Et donc là, on est aussi sur un grand pas pour le gouvernement mondial, parce qu'en termes de technologie, grâce ou plutôt à cause de Vegapunk, on a le Mother Flame qui a été utilisé sur Rurussia, enfin Rurussia. Alors bon, petit point d'adaptation. Le nom romantisé est Rurussia en VF, Rurussia c'est en japonais, et dans l'animé est appelé Lulusia, les deux VF. Donc Rurussia et Lulusia sont autant bonnes l'une que l'autre. Voilà. Et les séraphins qui ont été utilisés sur Amazon Lily et d'autres endroits dans le monde aussi concernant l'utilisation des séraphins. Et là on parle d'un élément intéressant parce que justement la destitution des grands corsaires, et je le répète depuis le début qu'on a cet élément là, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant et je vois peu de personnes en parler d'ailleurs, l'équilibre mondial est cassé. Parce que l'équilibre mondial, c'est quoi? C'est 3 ordres. L'ordre des 4 empereurs, donc en tant que pirates, les 3 amiraux qui sont censés pouvoir rivaliser avec, et les 7 grands corsaires qui permettent aussi d'avoir cet équilibre, qui sont sous la botte du gouvernement, mais qui sont en même temps des pirates. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant, parce que destituer les corsaires de leur ordre, et les remplacer par les séraphins qui sont sous la botte du gouvernement, détruit cet ordre, cet équilibre, pardon. Parce qu'on a 2 de ces puissances qui sont détenues entièrement par le gouvernement. Et là, on rentre dans des enjeux mondiaux assez intéressants. Et l'exploitation des séraphins dans l'avenir de One Piece sera une chose des plus importantes à guetter. Et justement, avec Amazon Lily, on apprend que Shakyaku, j'ai du mal avec certaines prononciations de nom, désolé, était l'ancienne impératrice de Amazon Lily et capitaine de l'équipage de Kuja 2 générations avant. Et idem pour Rurussia, le souverain s'appelle Seki et sa gamine Koman. De toute façon ils sont crevés donc là on en a rien à... Ah oui, et autre élément, le Mother Flame augmente le niveau des mers de 1 mètre. Et là avec le discours de Vegapunk c'est assez intéressant à prendre en compte. Les armes antiques, c'est pas ouf quoi. Et pour rester un peu sur le côté gouvernement mondial avant de passer aux choses sérieuses, on a Morgans qui toujours dans sa quête de faire du sensationnel fait du putaclic, du mensonge, de la merde. Bah, pour la vérité en tout cas. Ces jeunes sont très forts, ils sont parvenus à attirer l'attention du gouvernement mondial. Comment? Le roux? Oui, ses agissements sont inquiétants. Mais il ne s'est pas déplacé en personne. Non, il a envoyé un messager. Tout de même, une rencontre entre Barbe Blanche et le Roux représente un grand danger. Oui, en effet, tu as raison. Si nous laissons le Roux éclater de rage, il échappera à notre contrôle. Cependant, je ne pense pas qu'il éprouve le désir de changer le monde. Attendons de voir ce qu'il projette avant de prendre des décisions hâtives. La priorité reste les 7 grands corsaires. Nous devons vite trouver un successeur à Crocodile. Cette place vacante ne doit pas le rester. Si les 3 grands pouvoirs venaient à s'effondrer, le monde entier en serait ébranlé. Nous devons donc prendre les devants. Bien, c'est pour cela que nous avons déjà convoqué les autres membres des 7 corsaires. Mais nous ignorons encore combien d'entre eux répondront présents. Comme vous le savez, ce sont des pirates, ils sont imprévisibles. Oh, fichu Crocodile, tu nous as mis dans une sacrée panade. Nous ne pouvons plus laisser le garçon qui t'a tué parcourir les océans impunément. Monkey D. Luffy. Les fameux doyens. Alors ils sont tous révélés. Bon, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Hein. Et ils détiennent leur pouvoir de Imu, qui peut aussi reprendre la... C'est-à-dire que bon, on a aussi depuis le début les fameux pentagrammes dans la salle où les connards divins là, ils attendent là. Enfin, divins, non. Oh, j'ai confondu les noms. Les doyens, les 5 doyens attendent depuis le début. On a ces fameux pentagrammes qui peuvent être pris comme l'équivalent d'un foreshadowing concernant le côté pentagramme, démon, machin, tout ça. Et donc, les doyens, qui sont-ils? On le savait déjà, mais il s'agit de la plus haute instance gouvernementale. Nous avons Sanjay Garcia Saturne, dieu guerrier de la guerre. Non, pas du tout. Dieu guerrier de la science et de la défense.
je lis mal mes notes. Saint Marcus Mars, dieu guerrier de l'environnement. Saint Tapman Warcury, dieu guerrier de la justice. Saint Ethan Baron Nudjurso, dieu guerrier de la finance. Saint Shepherd de Jupiter, dieu guerrier de l'agriculture. Et par ailleurs, les fameux pouvoirs qui leur sont détenus, leur donnant des monstres, enfin des formes monstrueuses, sont pour J. Garcia Saturn, le Gyuki, pour Saint Marcus Mars, le Itsumade, pour Saint Topman Warcury, le Oki, qui sont tous les trois des monstres du folklore chinois, pour Saint Ethan Baron V. Jujurso, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, bordel de merde, le Bakotsu, monstre du folklore japonais cette fois-ci, et pour Saint Shepherd Jupiter, le Sandworm, un ver des sables quoi. Mais en VF c'est noté Sandworm, donc bon, bah, je respecte la VF. Et au-delà de faire la vanne comme quoi c'est une bite dans Dune, ah bah c'est fait. On a aussi le fait que notre cher J. Garcia Saturn, et bah il meurt. Imu lui reprend ce qu'il lui a donné, c'est-à-dire l'immortalité et des pouvoirs, parce qu'on le sait, mais les doyens ils sont là depuis belle lurette, pour les donner à Saint Figarland Garling, qui reprend son titre de dieu guerrier de la science et de la défense, qui a sous sa propre protection York. Avant d'être un doyen, notre cher Fingerland était un chevalier divin, il en était même le chef, héros de God Valley. Mais on va parler de chevalier divin juste après. Donc ce qui est assez intéressant avec les pouvoirs de démons que nous sont donnés par les doyens, c'est que, c'est Imu qui leur donne, puisque bon, il arrache la vie à Garcia Saturn comme ça, et il transmet probablement du coup son pouvoir à Fingerland. Donc bon, ça veut dire que Imu est littéralement la source d'un fruit du démon, ou alors il a les pouvoirs d'un démon directement. Est-ce que ça aurait un rapport avec la salle fleurie du château de Pangée ? On va pas aller plus dans les détails parce que je n'ai pas pris de douche et donc je pue en termes d'analyse à ce niveau-là. Et on peut pas parler de beaucoup d'autres éléments d'ailleurs puisque les fruits du démon c'est toujours quelque chose qui est assez... On a beaucoup d'éléments dessus, mais on n'en a pas beaucoup non plus. Et en plus, ce qui est assez ironique, c'est que Saturne est un peu responsable de la merde dans laquelle il s'est trouvé. Puisqu'il y a 200 ans, pour ceux qui croyaient encore qu'ils étaient juste vieux, lorsque Emmett a attaqué Marie-Jouet, cet abruti, au lieu de le détruire, l'a gardé pour faire des expériences. C'est marrant parce que l'ambiance du moment où on apprend ça, ça me fait penser au même de I have my friend, lol. Concernant Imu, cette fois-ci, il nous fait des révélations sur les poneglyphes et le fait qu'on ait des Nefertari 10 Lily, donc Nefertari 10 Vivi. Décidément, les 10 se révèle, hein. L'arc final, enfin la saga finale amène beaucoup de choses. Par ailleurs, dans les notes qu'elle avait données, alors si vous faites partie des gens qui ne lisent que les traductions cacaproutes, ou qui avaient regardé simplement l'animé, vous ne savez pas trop ce qu'a dit Lily dans sa note, parce que ça a été censuré. Mais on a des mots un peu censurés qu'on peut deviner dans le manga, qui sont tout simplement « Protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde, signé Nefertari Lily ». Et après, voilà, Cobra il meurt. Et en parlant de poneglyphes, on a justement cet homme à la brûlure qui est sous la botte du gouvernement. Donc c'est logique que ce ne soit pas Dragon comme la plupart des gens le pensent, bordel de merde. Et d'autres personnes, mais bon, on va pas parler de Airbuff, donc je peux rien dire. Mais voilà, cet homme à la brûlure, on n'a aucune réelle info sur qui c'est. Et ceux qui pensent que c'est Dragon, je suis désolé, faites bon con. Comme dire, si ça se trouve, Roger il travaillait pour le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Bon, pour revenir sur Imu, mais pas trop, on apprend que son nom complet est on apprend, c'est supposé par Ivankov, mais c'est quasiment un élément acceptable de manière générale. Son nom de famille est Neroma, la famille Neroma. Et maintenant que Cobra est mouru, Mu, comme il s'appelle lui-même, ou elle d'ailleurs, parce que bon, le personnage est toujours pas genré, même dans l'animé, on n'a pas le nom du doubleur ou de la doubleuse, et la voix est modifiée, enfin, la comédienne de doublage, bref, c'est toujours censuré justement pour ne pas avoir de révélation sur le sexe du personnage. Et Mu, qui se parle à la troisième personne, The Vivi, qui se fait enlever par le Cypherpole 0 à la rêverie, mais qui arrive à s'échapper, qui est maintenant avec Morgans et Wapple. De plus, le portrait de Lily dans la chambre fleurie du château de Pangée, là où Imu passe 80, voire plutôt 99% de son temps dans toute l'histoire, c'est un élément qui est encore rempli de mystères et marrant. Et aussi, lorsque Vegapunk fait son petit speech, on a un élément assez intéressant concernant le gouvernement mondial, c'est le fait que les amiraux en chef sont au courant de la vérité. Je veux dire, quand Vegapunk s'apprête à dire des trucs un peu trop révélateurs, Sengoku fait genre qu'il s'étouffe, et donc Akainu qui est... il stresse et du coup il s'étouffe en bouffant ses biscuits là, et Akainu qui est donc amiral en chef semble lui aussi être un peu au courant de choses, donc c'est assez intéressant. On sait d'ailleurs que les deux, puisque Akainu en tant qu'amiral en chef
interagit pas mal avec les doyens. Parlons maintenant des chevaliers divins. Alors, il y en a 12. À leur tête, il y avait Figarland Garling. On ne sait pas qui va le remplacer maintenant qu'il est devenu un doyen. Et d'après Dragon, dès qu'ils interviendront, ce sera leur guerre aux révolutionnaires et entrera en jeu. Ah là là, j'ai hâte de voir ça. Wink wink. Et les chevaliers divins, c'est grosso merdo la police des dragons célestes. Mais c'est des dragons célestes. Donc là, on peut foutre les dragons célestes en 4 catégories. On a Imu qui est au top of the top. On a les doyens qui sont juste en dessous, mais qui sont censés être le top si les gens ne savent pas que Imu existe. Pour tous ceux qui savent que Imu existe sont morts ou sont ses putes, comme l'espèce de servante qu'on voit là toujours dans sa chambre fleurie. Ensuite, on a donc les chevaliers divins qui sont en marche de faire régner la justice entre les dragons célestes, puisque c'est Garling qui a exécuté Moshgard. On parlera un peu plus lors de la rêverie. Et donc les familles dragons célestes, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est le nom de famille Jay Garcia, Marcus, Topman, Ethan Baron V, Shepard, Don Quixote, Rossward, Figarland, Mindmeyer et Neroma. Ce qui en fait 10. Pour l'instant. L'idée de monter la Cross Guild, c'est nous qui l'avons eue avec Mihawk. Pas toi. Alors pourquoi ce serait toi le boss? Réponds, Baggy. Je suis indéfendable, je te présente mes plus humbles excuses. Sois magnanime avec moi, je t'en prie. Comment on peut devenir un empereur en s'excusant de la sorte? C'est du jamais vu et c'est pas prêt de se reproduire. Je crois qu'il va falloir que tu meures pour montrer l'exemple. Ton existence même est une véritable insulte. Et encore, ce mot ne suffit pas à décrire l'offense que tu nous fais subir. Ta requête est refusée. Ah, la Cross Guild, l'un des meilleurs éléments qui nous a été présenté avec la destitution des corsaires. Parce que quelque chose qui est assez facile à probablement spéculer, c'est le fait que les grands corsaires vont rejoindre la Cross Guild pour former une méga alliance de la mort qui pue. Ce serait logique et assez cool pour être honnête. Donc on a grosso merdo un énorme quiproquo mondial sur le fait que Baggy soit le chef de la Cross Guild, en tout cas in lore. Mais l'élément assez intéressant, c'est que il pue la merde, Baggy, voilà, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il pue la merde, mais qu'il a sous ses ordres des gros caïds là, donc c'est assez cool. Et on va pas parler des primes tout de suite, on en parlera après. Alors comment fonctionne la Cross Guild du coup, techniquement? Parce que c'est en gros une organisation criminelle clandestine qui va mettre des primes sur la tête de Marine, on va en parler plus tard. Alors ce n'est pas toi, Marine, qui regarde cette vidéo, hein, c'est des gens de la Marine, bien entendu, et ça donne aussi un impact assez important dans le monde, puisque les gens qui sont pauvres s'en prennent maintenant à la population. Enfin, la population s'en prend maintenant à la Marine. Donc la Marine qui est censée protéger la population ne peut même plus la protéger sans problème, surtout dans des pays défavorisés, comme ça nous a été montré avec T-Bone et le Vieux. Mais la genèse de la Cross Guild, c'est Mihawk et Crocodile qui se rencontrent sur Obscuria à travers un escargophone, où ils forment leur première alliance. Puis Crocodile va rejoindre Baggy parce qu'il doit récupérer la thune qu'il lui a prêtée, et il n'a pas sa thune, donc il lui donne son entreprise. Et donc forcément, les hommes de main de Baggy qui sont un peu cons pensent que Baggy reste le chef et que les deux sont ses sous-fifres. Mais il nous a été révélé dans un SBS quelque chose d'assez intéressant sur le fonctionnement de la Cross Guild. Et donc là, je vais vous lire directement la traduction qui est sur un Reddit de la réponse de Oda. La Cross Guild elle-même ne gagne pas d'argent en abattant les marines. Les primes qui apparaissent de nulle part sont en fait placées par la Cross Guild elle-même. Là, quelque chose que l'on savait déjà. Une organisation qui contrôle les primes sur les marines. Mais sa véritable source de revenus provient d'ailleurs. La Cross Guild est essentiellement une entreprise clandestine qui place des primes, mais en même temps, elle a d'autres activités commerciales. Il profite probablement d'activités telles que le travail de mercenaires, les services de sécurité et la participation à des marchés noirs. Une organisation clandestine donc. Bien. Alors il est temps que j'y aille. Merci de m'avoir amené jusqu'ici, Shanks. Je suis surpris. Moi qui pensais que tu allais rejoindre notre équipage. Hein? Et puis quoi encore? J'en ai ma claque de tout ça. J'en ai marre de jouer le babysitter des grands pirates. Ah. Petit crétin, je sais me prendre en main, moi. Un vrai mec. Tu parles. À plus. Ok,
Pour rester un peu dans cette idée de tout ce qui concerne les corsaires et tout, Weeble, puisque bon, Shanks invite Marco à rejoindre son équipage. Ce dernier refuse parce que c'est pas une nounou quand même, à un moment donné, merde. Il retourne sur Sphinx, donc terre natale de Barbe Blanche, qui est aussi sous sa protection de Barbe Blanche, mais vu que Barbe Blanche est mort, c'est sous la protection de Marco, mais Marco s'était absenté pour être sur le pays des Wa. Donc qui s'est occupé de sauver Sphinx? Et bah c'est Weeble, qui a défoncé les marines qui voulaient annexer le pays au gouvernement, ou le piller, ou enfin foutre la grosse merde. Mais ce dernier s'est fait enlever par les marines. Et Stussy, donc cette fois-ci la vieille dame un peu bizarre qui passe son temps à mentir. Enfin, en fait c'est pas qu'elle passe son temps à mentir, c'est juste que Oda joue avec ça en présentant à chaque fois dans les cases autoproclamé machin machin machin. Mais jusque-là, tous ces titres autoproclamés ont l'air d'être vrais. Et elle peut prouver que Weeble c'est bien le fils de Newgate, elle demande à Marco d'aller le sauver, et elle demande aussi à trouver Vegapunk pour pouvoir lui prouver que c'est le sang, quoi. Là, à mon sens, c'était aussi une manière de présenter en amont le côté... la génétique et tout. Mais on peut éventuellement être sur un point assez intéressant et peut-être malsain, où Weeble pourrait être un clone raté de Barbe Blanche. Parce que Stussy actuel que l'on connaît, est le premier clone réussi du MAD. Et Weeble pourrait tout simplement être une expérience ratée que Stussy aurait fait, parce que Stussy a fait partie du MAD. Donc après elle s'est donnée comme cobaye, probablement, mais avant d'être elle-même le clone, il se pourrait qu'elle ait utilisé ces ressources-là pour se faire un fils avec Barbe Blanche, avec l'ADN de Barbe Blanche du moins, pouvant donc expliquer le côté autoproclamé. Mais là, peut-être que j'extrapole. Figure-toi que ces excités de l'armée révolutionnaire ont lancé un assaut pour libérer Kuma. Sauf qu'en Terre Sainte, il y avait justement deux amiraux, Ryokugyu et Fujitora. Rien que ça, apparemment il y a eu des étincelles. Mais attends, c'était pas le seul gros titre. Il y a aussi du remous au pays de Wano, chez ce monstre de Kaido. Le fameux chapeau de paille a décidé de s'y pointer. Et il y a aussi toute une flopée de petits jeunes au sang chaud. Comme si ça ne suffisait pas, le chapeau de paille à l'impératrice givrée à ses trousses, j'ai nommé Big Mom. Voilà qui va mettre le feu à la poudrière. On dirait bien que c'est parti. Oui, c'est la grande mêlée générale pour grimper sur le trône. Les révolutionnaires! Alors Dragon, lui, il était pote avec Clover, hein, ça on l'apprend justement au moment où Vegapunk va se recueillir sur Ohara après le Buster Call. Et on a des nouveaux persos concernant les troupes. On a Vakiano, qui est sous les ordres de Morley, donc dans la troupe occidentale. On a Airu, sous la botte de Belovetti dans les troupes orientales. On a Gumbo, sous les ordres de Lindbergh dans les troupes méridionales. Et on a Giron sous les ordres de Corbeau dans les troupes septentrionales. Et ils sont tous vice-commandants. Et Sabo qui a le titre de chef d'état-major. L'objectif de l'attaque qu'ils ont fait lors de la rêverie sur Marie-Joie était tenu en ça. Détruire le symbole des dragons célestes et leur déclarer la guerre, donc petite amorce et prélude sur ce que va être l'intervention des connards divins. Récupérer Kuma en le libérant en libérant un maximum d'esclaves, un peu un écho à ce que Fisher Tiger a fait. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont réussi à libérer Kuma, mais que Kuma s'est barré pour retourner, pour aller sur Egghead. Bon, au moins il n'est pas retourné en Terre Sainte. Et oui, Kuma fait mal au cœur. Ça, je suis d'accord, mes aïeux. J'ai pas envie de chialer tout le temps, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Merde. Et enfin, détruire la réserve de vivres de la Terre des Dieux. Mais on verra peut-être que dans l'arc suivant qu'il y a un petit problème avec ça. Je vais pas en dire plus pour des raisons évidentes, mais voilà. Bon, en tout cas, bon, il y a eu pas mal de mèmes marrants avec Dubaï, j'ai pas envie de vous en montrer, mais bon, ils ont plus rien à bouffer dans la terre des dieux. En termes de bilan, sinon, Shirahoshi, elle est saine et sauve, et je suis heureux, bordel de merde. Et on a l'impact qu'a eu les deux couillons qui s'autoproclament sur la flotte de Luffy, Sai et Léo. L'attaque, bon, à moins ils ont sauvé Shirahoshi, mais l'attaque sur Charlos a malheureusement eu comme conséquence la mort de Moshguard, le fameux rôle des chevaliers divins, exécuter, faire leur propre justice entre eux, parce que si un chevalier divin
n'est pas censé subir de mauvais traitements parce que, enfin, un dragon céleste, pardon, de par son statut social, entre eux, il y a bien une hiérarchie. Et ça fait chier que le seul dragon céleste un peu gentil qu'on ait vu jusque-là se soit fait éclater la gueule. Pour ne pas dire qu'il est mort, parce que c'est même pas genre il s'est fait battre ou quoi. Non, non, exécuté, il est mort. Et ça fait vraiment chier. Sinon, en Terre Sainte, on a eu Fujitora qui s'est mis sur la gueule de Ryukyu, ce qui montre que Fujitora va peut-être passer d'un autre côté. Parce que c'est ça qui est assez intéressant, on l'a vu aussi avec les éléments concernant Vegapunk, concernant son discours, avec le fait que maintenant, mais on va en reparler un peu plus en détail, mais même la marine se met à chasser le One Piece, mais il se pourrait bien entendu, rien qu'avec le Sword qui justement se détache un peu de la marine pour pouvoir faire des choses sans avoir l'accord des amiraux et tout, que Fujitora ils se disent « Hey, mais c'est pas ma philosophie ça, hey, je vais vous balancer les météorites dans la gueule, hey !» Mais bon, après là, vu qu'il s'est fight avec Ryukyu, je pense qu'il va subir des petites conséquences. Et on a aussi Akainu contre Kuma en Terre Sainte avec les dragons célestes qui sont des gros puants qui l'insultent et tout. C'est pas très gentil d'être méchant. Tu les utilises pas pour réaliser ton vieux rêve, mégalo. Conquérir North Blue et tout ça. Un rêve de taré et une armée criminelle, ça va bien ensemble. Tu comprends vite. C'est exactement mon but. En alliant mes forces à celles de Big Mom, je suis sûr à 100% d'accomplir mon rêve. Rien, absolument rien ne pourra m'en empêcher. Concernant les mini-histoires, alors on a parmi tous les Color Spray des éléments qu'on pourrait extrapoler, on pourrait aller dans les détails et dire beaucoup de choses, parler de certaines qui font des références à justement des épisodes spéciaux, l'adaptation Netflix, etc. Mais il n'y a rien de vraiment pertinent à dire, à part peut-être que sur ces deux images où Robin et Nami sont en géante, peut-être ça voudrait dire qu'elle jouera un rôle important sur Airbuff. Mais puisqu'on a appris que Zoro était sur Airbuff, Robin va forcément avoir un rôle important. Et quant à Nami, et Airbuff, c'est surtout le moment de prédilection de Usopp. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais au niveau des mini-histoires qui nous sont présentées, on a le Mads qui nous donne le lore de Vegapunk avec justement les autres scientifiques, le fait que l'on voit que les dragons, enfin les doyens sont vieux depuis longtemps, et bien entendu cette volonté qu'a Punk à toujours faire de la science qui sera positive et progressiste et à pas forcément faire des armes de guerre. Mais c'était la seule manière pour lui d'avoir des ressources pour développer ce qu'il avait envie de faire, et il a quand même réussi un peu à la mettre à l'envers du gouvernement. Donc Vegapunk a certes collaboré avec les nazis en 45, mais au moins c'était pour la bonne cause, et il est un véritable héros de Sciento. Et le pèlerinage de Yamato, on ne va pas vraiment aller dans les détails, parce que ça se suit sur l'arc Airbuff, donc on en reparlera à ce moment-là. L'équipage de pirates le plus dangereux qui soit pourrait voir le jour. D'ailleurs, Brand New, quel est le montant actuel des primes de ces deux-là? Tiens, en parlant de primes, il faudrait aussi que nous prenions une décision vis-à-vis de celle des anciens membres de l'ordre des 7 grands corsaires. Mais pour l'heure, voici un petit récapitulatif des primes de tout ce beau monde. Parlons maintenant des primes, parce que bon, c'est intéressant aussi, et c'est un truc qui me plaît, donc je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Concernant les chapeaux de paille, alors la prime de Luffy nous a été dévolée dans le pays des Wa, donc on va pas revenir dessus, mais on va parler du reste de l'équipage. Avec Zoro, il y a 1,111 milliard de berries, Nami qui est à 366 millions de berries, Usopp qui est à 500 millions de berries, ou devrais-je dire God Usopp, Sanji à 1,32 milliard, Chopper qui est à 1000 berries, Robin l'enfant démon à 930 millions de berries, Franky avec un avis de recherche représentant un bateau, ça me fait marrer, à 394 millions de berries, et oui, ça pourrait faire une préparation paiement sur le fait qu'il deviendra, enfin qu'il prendra, pas que le Sony pourrait être amélioré pour devenir un robot à un moment donné, ou je sais pas, et ça ferait un lien avec des éléments, mais pareil, faudrait parler un peu d'Airbuff, donc je ne vais pas étayer le propos. Brook, quant à lui, il y a une prime de 383 millions de berries. Et Jinbei, le paladin des mers, ancien grand corsaire, 1,1 milliard de berries. Ce qui fait que Sanji est le numéro 4. Et c'est marrant. Même si moi j'aime beaucoup Sanji, je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, Sanji revient à la vie de recherche homme de paille. Là, vous allez me dire que non, que c'est pas possible en fait, que non. Moi j'ai vu des avis de recherche sur Google où c'est le même que celui de Big Mom et tout là. Pourquoi le retour de l'homme de paille, machin? Bah déjà, ça se voit légèrement sur le chapitre, mais aussi avec deux produits officiels qui sont un jeu de cartes et la collaboration avec Burger King. Oui, j'ai pris cette photo exprès pour. Donc des choses qui sont des produits dérivés qui sont canons. On a l'avis de recherche et l'avis de recherche de notre cher Sanji et sa gueule, que j'aime appeler homme de paillu. Mihawk a une prime de 3,590 millions de berries. Alors, cette prime ne veut pas dire qu'il est ultra puissant sa mère, je sais pas quoi. De toute façon, tout ce qui va être d'analyser les choses en mode oui, tel personnage est plus fort que tel personnage, nanani nanana.
Le genre de concours de bits qui m'énerve, fermez-la. Juste fermez-la parce que, encore une fois, la philosophie de Stan Lee est la meilleure à suivre. L'auteur, si l'auteur veut que Chopper batte Mihawk, il arrivera à le faire parce que c'est l'auteur qui décide. Donc il n'y a pas de tel personnage est plus puissant que tel personnage. Nanana. On s'en branle. La prime de Mihawk, elle est facilement expliquée par le fait que c'est un gars qui s'attaque directement au gouvernement mondial parce que c'est le chasseur de marine. Encore une fois, on parle pas vraiment de marine, enfin on parle de la marine. Enfin vous m'avez compris. Et c'est l'épéiste le plus puissant du monde. Donc forcément, le gars, il redevient un ennemi d'État, la prime, elle augmente à donf. Baggy, bon, c'est pareil, hein, 3 milliards 189 millions de berries. Bah, c'est expliqué aussi par le fait que tout le monde croit qu'il est extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'il est surpuissant. Donc arrêtez de me casser les couilles. Crocodile, 1 milliard 965 millions de berries. Hancock, 1 milliard 600, pardon, alors on va la refaire, 1 milliard 659 millions de berries. Et c'est assez intéressant parce que justement le gouvernement mondial, suite à la destitution du titre de grand corsaire, a revu les primes et on peut facilement, ou plutôt aisément penser que tous les corsaires ont une prime supérieure ou égale à 1 milliard par rapport au fait que ce sont des personnes qui étaient justement sous la botte du gouvernement parce que ce sont les grands corsaires et qui sont puissants. Barbe Noire, quant à lui, a bien augmenté puisqu'il est à 3 milliards 996 millions de berries. Bonnie est à 320 millions de berries. Garp est à 3 milliards de berries, alors prime de la Cross Guild, et dans la même idée, Kobe est à 500 millions de berries. Lors du flashback de Kuma, on apprend que Kuma était à 296 millions de berries comme première prime, et Dory et Broggy sont actuellement qui pareil, je vais le dire là avant de préciser leur prime, ce sont les chefs de l'équipage légendaire des géants. Les mecs, pendant 100 ans, n'ont pas donné signe de vie, et là, ils sont de retour, et en plus de ça, s'attaquent directement au gouvernement mondial en stoppant le Buster Call. L'équipage légendaire des géants, qui a traumatisé le monde. L'équipage légendaire. Donc, leur prime, chacun à l'unité, est de 1 milliard 800 millions de berries. Ce qui est logique. Les mecs, ils mettent leur bite sur un bateau, le cuirassé, il coule. D'accord ? Alors imaginez quand ils sortent la hache, et ils arrivent bien à rivaliser avec les doyens aussi. Donc, ce ne sont pas la moitié d'une bite en termes de combattants. Les fruits du démon. La légende raconte que celui qui mange un fruit du démon s'approprie un pouvoir extraordinaire, comme par exemple celui de provoquer des incendies ou les tsunamis ravageant absolument tout sur leur passage. On raconte beaucoup de choses sur ces fruits du démon, mais en réalité on ne sait pas exactement d'où provient leur immense pouvoir. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur Grand Line. Les fruits du démon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fruits du démon? Déjà, on a l'équipage de Barbe Noire, parce que Barbe, il aime vraiment... Enfin, Barbe... Non, Teach, il aime vraiment faire les salades de fruits, en fait. Donc, on a Deku qui a le fruit de la maladie, il peut créer les maladies qu'il veut. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il crée une maladie où tu deviens une femme. C'est une maladie! Vous les femmes, vous êtes malades et vous devriez vous faire soigner en Thaïlande. Vanogur a le fruit de la téléportation, alors il n'est pas aussi pété qu'on peut l'imaginer, il y a quand même une distance qui est assez restreinte pour des raisons évidentes. Burgus, il a le fruit de la force, c'est logique avec ce qu'il a, hein, il peut carrément soulever des montagnes. Stronger, il a le Zoan mythique du Pégase, ce qui le rend vachement stylé en vrai, et puis il peut voler, il peut tenir des poids assez puissants, comme celui de Teach. Et je tiens à m'excuser concernant Stronger, j'ai été débile lors de l'analyse, mais c'était plus dû à la traduction de merde du jeudi, qui disait que Stronger était mort. Et en fait non, juste que Deku pensait qu'il était mort, mais c'était une vanne. Et vu que la trad était mal branlée, bah ça laissait supposer qu'il était crevé. Et vu que à ce moment-là, je faisais les analyses avant la traduction officielle, et bah ça puait du cul. Donc, toutes mes excuses. Katarina Devon, on le savait déjà, mais elle a le Zoan du mythique du renard, du démon du renard à 9 queues, ce qui fait qu'elle peut prendre l'apparence de n'importe qui qu'elle touche, et en l'occurrence, elle a touché le doyen, ce qui est assez intéressant, sachant qu'en plus, le doyen est mort, et que seulement le gouvernement et les amiraux, enfin les vice-amiraux qui étaient présents dans la pièce sont au courant. Donc ça peut préparer des choses assez intéressantes pour la suite. Shiryu de la pluie, il a le fruit de l'invisibilité. Avalo... voilà, il n'y a pas besoin de détailler ce que c'est. Avalopizzaro, le roi dépravé, a le fruit de l'île. Il est la ruche, carrément, il peut déplacer les bâtiments, il peut prendre n'importe quelle forme et tout. Il est ultra pété. Vasco Shot a le fruit de la bibine. Enfin, le roi de la bibine, pardon, a le fruit du glouglou, et de l'alcool. Et putain de drôle. Sanjuan Wolf, le cuirassé géant, qui vient de la tribu des géants, a le fruit du gigantisme, qui est assez marrant aussi. Kojako, quant à elle, donc sous-amiral du QG de la marine et membre du SWORD, petite fille de Tsuru et la grande conseillère, possède le fruit du fouet. Donc si tu veux, genre, elle te fouette, et toi, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle peut même fouetter un bâtiment, et le bâtiment, il bouge, enfin, putain, elle est forte, quoi. Hein. Prince Gliss, donc sous-amiral de la marine et membre du SWORD,
fruit de la bouillasse, il peut créer golem de gadou. C'est ridicule dit comme ça, mais bon, ils sont quand même assez badass. Vegapunk a mangé le fruit du cerveau, donc il peut accumuler toutes les connaissances du monde qu'il veut, et que son cerveau monte. Bluegrass, le fruit de la conduite, donc elle peut prendre n'importe quelle personne comme monture, n'importe quelle chose même. Lucci a éveillé son fruit du démon qui est un Zoan, fruit du félin version léopard. Bonnie a quant à elle le fruit de l'âge, on apprend que c'est probablement, alors j'allais dire une connerie, j'allais dire que c'était à cause de Saturne, mais pas du tout. C'est un élément qui nous avait été déjà un peu présenté lorsqu'on arrive sur l'Arcaged et qu'on la voit sortir de l'eau salée, de la mer, ou la mer pour les gens qui ont appris du démon, là. Et puis bah elle était gamine. Voilà. D'ailleurs, quant à cette fameuse polémique de « Ah, Bonnie, c'est une enfant, mais il y a de la nudité sur elle. » Alors, je suis d'accord. En termes d'éthique, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Un peu caca. Mais c'est là que la nuance, elle est. Il n'y a aucune nudité sur une Bonnie de 12 ans. Parce qu'elle a 12 ans, certes, mentalement, ce que vous voulez. Mais le corps qu'elle octroie est un corps de 21 ans. On en prend les vives cartes. Donc, ce n'est pas de la nudité sur une enfant, c'est de la nudité sur un corps d'adulte. Vous comprenez un peu la nuance quand même. C'est pas comme si là c'était une gamine à poil. C'est une adulte à poil. Enfin, une jeune fille adulte. Une jeune adulte à poil. Ça va. Cassez pas les couilles à un moment donné. Merde. Bon, bref, c'est un pouvoir qui peut faire... qu'elle change d'âge, qu'elle peut faire changer l'âge des gens, voir l'avenir, donc la mort à des gens. Et aussi, elle peut imaginer le futur qu'elle veut. Le futur à la Nika, le futur à la géante. Elle fait ce qu'elle veut. C'est un pouvoir qui est assez pété aussi, mais qui, vu qu'elle est entre les mains d'une gamine un peu immature, donne certaines limites. En même temps, non, parce que l'imagination, voilà. Mais ouais, il est cool ce fruit, quoi, merde. Et on a aussi la fameuse théorie de Vegapunk concernant l'ensemble des fruits du démon, qui serait en réalité de base, dans l'essence même de ce que c'est, la matérialisation des rêves des gens. Allô le monde, ici Vegapunk. Vous m'entendez? Bon allez, je reprends mon message. La vérité, c'est que j'ai commis 2 crimes. C'est pourquoi je serai soit arrêté, soit exécuté. Je compte programmer ce message de façon à ce qu'il soit diffusé lorsque mon cœur cessera de battre. Cependant, comprenez bien ceci, quelle que soit l'identité de mes juges, je n'ai pas l'intention de les accabler. Mon rôle n'est pas de juger ce qui est bien ou mal, je ne connais pas assez cet homme pour pouvoir me prononcer. Ce que je m'apprête à vous révéler est difficile à croire et risque même de vous faire rire, mais vous avez le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans l'océan. Ce dont je vais vous parler maintenant relève plus ou moins du futur. Mais si le capteur que j'ai fabriqué fonctionne correctement et que mes calculs sont exacts, un séisme d'une violence inouïe devrait secouer le monde entier. Quelque temps après que j'ai fini de tourner ces images, ce phénomène sera accompagné d'une hausse du niveau des mers d'1 mètre environ, qui rendra certaines îles inhabitables et mènera inévitablement à la disparition de nombreuses plages. Si je me suis trompé dans mes prévisions, vous pouvez ignorer la suite de ce message. En revanche, si ces événements sont bel et bien produits, j'aimerais que vous restiez attentifs. Ce séisme est un phénomène qu'il est difficilement quantifiable d'une catastrophe naturelle. Malgré mes erreurs, j'ai toujours souhaité la paix. Mais c'est justement ce qui m'a conduit à commettre mon premier crime. J'ai rêvé d'une énergie éternelle, ému par mon seul désir d'emmener ce monde vers le futur. Je me suis rapproché trop près du soleil. Mais prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-il sur le point de se produire dans ce monde? Pour répondre à cette question, il faut remonter 900 ans en arrière. Évoquer les 100 années qui ont suivi, 100 années au sujet desquelles on ignore toutes les archives de cette période à laquelle on a donné le nom de siècle oublié, ont été effacées. Le seul moyen d'en apprendre plus sur cette interruption de l'histoire est de déchiffrer les poneglyphes et missives du passé, disséminées un peu partout dans le monde. Si le gouvernement mondial a formellement interdit de les déchiffrer, j'ai tout de même pris la décision de franchir le pas, malgré la relation qui me lie aux autorités. Ce qui constitue le deuxième de mes crimes. J'ai décrypté quelques poneglyphes et les documents arrivés jusqu'à nous grâce à l'abstinence de brillants archéologues. J'ai poursuivi mes recherches aussi loin que possible. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. L'histoire est un long récit. Ce que je veux dire, c'est que ma connaissance de ce siècle oublié n'est que partielle. Mais si je me refuse à combler les divers vides en m'appuyant sur mon imagination, je tiens cependant à révéler ici ce dont je suis certain. Le héros de ce récit a vu le jour il y a 900 ans dans un royaume oni doté d'une civilisation incroyablement avancée. Tout comme Nika, le dieu du soleil des légendes d'Erbaf, son corps s'étirait pour se battre. Son nom était Joy Boy. Il a été le premier homme sur ces mers, on a appelé pirate. Cependant, j'ignore ce qui a valu d'être désigné de la sorte. Certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceci faisait mention d'une guerre aux dimensions titanesques. L'ennemi de Joy Boy était l'actuel gouvernement mondial, ou plutôt ce qui l'a précédé. La coalition armée des 20 royaumes, ils l'ont fondée. S'ils ont été forcés de s'allier, c'est que Joy Boy et sa bande devaient être très puissants. Ne sachant pas ce qui a
déclencher les hostilités, je me contenterais de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser, plutôt qu'un affrontement entre le bien et le mal. Comme je l'évoquais plus tôt, Joy Boy est né dans un royaume à la civilisation si avancée qu'on peine à croire qu'elle a existé il y a 900 ans. Quant aux armes utilisées durant cette guerre de 100 ans, elles me paraissent impossibles à reproduire, même avec nos capacités scientifiques actuelles. Cela va sans dire que mon génie ne sera pas d'un plus grand secours. Or, c'est bien ça le problème. En attendant, je suis bien embêté. Le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Mais ce dénouement a laissé des cicatrices de guerre si colossales que plus rien n'a jamais été comme avant. Parcourir le monde, c'est aller d'île en île. Naviguer n'étant pas chose facile, nombreux sont ceux qui meurent sans avoir connu autre chose que leur culture d'origine. Mais ce qui est évident pour nous ne l'était pas il y a 1000 ans. Suite au cataclysme devenu le siècle oublié, le monde a été englouti une première fois. Les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui sont les fragments d'anciens continents. Le monde d'il y a 1000 ans a entièrement disparu sous les flots. On peut supposer qu'il existait autrefois plusieurs continents. Il nous est impossible de connaître. Et le monde était resté le même depuis ces temps reculés. Il aurait été impossible d'effacer 100 ans d'histoire. Le fait qu'il ait changé en à peine un siècle, le niveau des océans a connu une hausse de 200 mètres. Il est évidemment tentant d'attribuer ces causes naturelles à l'élévation du niveau des océans pendant ces années. Mais j'affirme que ce cataclysme a été sciemment provoqué. Si un phénomène d'une telle ampleur avait été d'origine naturelle, il aurait dû se poursuivre pendant plusieurs siècles à partir de la catastrophe qui l'a déclenché. L'on étudie le problème d'un point de vue climatique, géologique, environnemental, encore atmosphérique. N'est pas le genre de bouleversement qui cesse au bout de seulement 100 ans. Par conséquent, sa cause est à chercher ailleurs. Lorsque j'ai détecté la hausse mondiale du niveau des océans qui s'est produite récemment, j'ai justement pu identifier la nature de cette cause, son caractère bien réel. Les armes antiques qui ont submergé le monde il y a 800 ans existent toujours et attendent d'être réactivées. Autrement dit, la guerre titanesque qui fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée. Je tiens à vous présenter les excuses les plus sincères. Mais il est aussi important que vous compreniez. Je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais cette flamme éternelle à laquelle j'ai donné le nom de Mother Flame, qui représente l'aboutissement de mes recherches, est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour elle apportera la prospérité au pays du monde entier. Hélas, on m'en a dérobé un fragment, et entièrement ma faute. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrasé le ciel de Russie, avant que le pays ne disparaisse sans laisser de traces. Puis j'ai détecté les premiers séismes d'ampleur mondiale. Je vous le dis avec toute la fierté que j'aspire à mon invention. Seul le Mother Flame peut libérer une telle puissance. La flamme que j'ai créée a servi à activer cette arme antique. J'ignore qui est derrière tout ça, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable. Je n'ai aucune excuse. Désormais, preuve est faite de la catastrophe artificielle à cause de laquelle le monde a été jadis submergé, peut-être reproduite. Il existait autrefois 3 âmes antiques que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux? Le monde n'a-t-il pas assez sombré? Qui sert le mal? Qui défend la justice? Le jour viendra où la vérité éclatera. Mais je vous préviens, c'est aussi le jour où la menace d'une submersion mondiale deviendra bien réelle. Le siècle oublié recèle encore bien des mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Ceux qui avaient découvert toute la vérité. Pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi ont-ils agi ainsi? J'ai conscience que l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en me poursuivant, je me livre qu'à des spéculations. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux 4 coins du monde, dont le nom contient le dit. Parmi vous, pour la simple raison qu'il n'existe pas de fruit d'un héritage plus long comme la volonté. Je prie pour que ce message parvienne à eux, que cette explication a plongé dans la confusion. J'entends des voix du passé, a déclaré un jour quelqu'un. L'histoire est racontée par les vainqueurs. Quant aux perdants, leur voix peine à se faire entendre depuis les profondeurs de l'océan. Et aujourd'hui, j'ai transmis au monde cette vérité, dont la découverte repose sur tant de sacrifices. J'espère que la diffusion de ce message s'est déroulée jusqu'ici sans encombre. Se contenter d'une seule version d'un conflit vieux de 900 ans relève de la stupidité. L'histoire doit être étudiée sous des angles variés. Aurait-on voulu avoir plus de temps? Hélas, il est devenu impossible d'arrêter certaines personnes. Il y a de cela 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont bouclé un tour du monde sans précédent. Oui, ils ont dû entendre la voix du passé la plus pure qui soit. Bref, vous l'aurez compris. Voici ce que je prévois pour l'avenir. Le jour viendra où le siècle oublié refera surface. Les armes qui ont provoqué la catastrophe artificielle de l'origine de la submersion des continents ont été conservées dans un but bien précis. Pour des raisons historiques, d'aucuns ont tout à fait pour éradiquer les descendants de certaines ces tribus rares. Je veux que vous soyez prêts
en défendre en cas de besoin. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en l'intelligence humaine. Je crois en la science. Cela fait 25 ans que Roger nous a quittés et 2 ans que Barbe Blanche est décédée. La chute de ces 2 légendes n'est que le prélude d'une nouvelle ère. À l'heure où je vous parle, il est aussi incroyable que cela puisse paraître. Les aventuriers que rien ne peut arrêter sont plus près que quiconque de la vérité. Mais peut-être faut-il y voir l'œuvre de Roger. Il ne reviendra pas forcément à celui que Joy-Boy a en tête. La course est lancée. Le destin du monde dépendra de celui qui s'en emparera. Je veux bien sûr parler du One Piece. Telle est la vérité à propos de Joy-Boy. Son... Concernant ce magnifique discours de Vegapunk, on sait que le niveau des océans va monter, parce qu'il a déjà monté par le passé, que Joy-Boy était le premier dont l'appellation pirate fut donnée à lui, ma phrase n'avait aucun sens en termes de conjugaison et de grammaire. Les terres actuelles sur lesquelles nos personnages et héros sont tout simplement les fragments d'anciens continents, puisque le niveau des mers en un siècle a augmenté de 200 mètres, et le combat du siècle oublié n'est pas encore terminé, il est encore d'actualité, d'après certaines de ses spéculations, en vue du fait que l'histoire se répète un peu. L'équipage de Roger connaît la vérité sur ce monde, donc là ça fait que Rayleigh est une sacrée pute, non je rigole, Rayleigh a raison dans ses philosophies, laissons les jeunes découvrir la vérité. Parmi les membres du 10 se trouve, on sait pas, là pour le coup on ne sait pas et on ne peut vraiment pas spéculer parce que Oda arrive toujours à nous donner des éléments pour qu'on comprenne de quoi ça parle et assez pour ne pas nous dévoiler d'éléments concernant ce dont ça parle. Et donc là on a dans le cucu, mais c'est marrant. Ah c'est bien, il y a un peu de mystère quand même, c'est ça qui est sympa. Il y a 25 ans, Roger et son équipage auraient entendu justement la voix du passé, donc Joy-Boy, tout ça, tous ces éléments là. La mort de Roger et de Newgate sont le prélude d'une nouvelle ère. D'ailleurs, il reprécise le fait que Gold Roger ne s'appelle pas Gold Roger, mais Goldie Roger. Le fait que le One Piece ne viendra pas forcément à celui que Joy-Boy a en tête, et ça c'est l'esprit scientifique de Vegapunk, son analyse objective des choses, qui fait que, bah, oui, si ça se trouve, le One Piece ne sera pas trouvé par celui que Joy-Boy attend, vu que ça a déjà été vu avec Roger, puisqu'il est arrivé trop tôt. Et le destin du monde reviendra à celui qui trouve le One Piece. Il nous parle aussi d'éléments intéressants comme les tribus rares, donc là, on a les Buccaneers. Oui, alors, je sais que normalement, j'aurais dire Buccaneers, mais là, alors, on n'a pas encore les éléments dans l'animé, mais dans le manga, en VF, ils sont nommés les Buccaneers, à l'anglaise. Donc, je les appelle Buccaneers. Les Lunaria, les 3 yeux, des espèces importantes. Et le fait que Redline, le pays des dieux, tout ça. Et enfin, la course au One Piece est vraiment lancée actuellement, puisque, bah, on arrive sur ce moment où le climax est proche, et tout le monde, la marine comprise, justement, semble se mettre à cette course, puisque l'avenir dépendra de qui trouvera la One Piece. Et on a cette magnifique fresque avec tout ce beau monde, les 4 empereurs, l'amiral en chef de la marine, Kakainu, Monkey D. Dragon, chef de l'armée révolutionnaire, Imune Roma, chef mondial, Kobe la relève de Garp, le héros, Kuzan, le personnage si des gens on ne sait pas si c'est un traître ou pas, Fingerland Garling, héros de God Valley et actuel doyen, Sabo, chef d'état-major de la putain de sa mère la pute de, j'ai oublié comment ça s'appelle là, des révolutionnaires, et un personnage mystère. Alors oui, je sais, vous savez, nous savons, Airbaf, on peut pas en parler. Alors la course au One Piece est lancée et vraiment là c'est le point culminant de cet arc Egghead. La saga finale est en route, on y est. On arrive sur la fin va durer encore longtemps, mais on arrive sur la fin. Et là c'est bon, c'est lancé. Et si je vous disais qu'un pays semblable à Egghead, un royaume possédant une technologie très avancée, avait existé il y a déjà 900 ans? Me croiriez-vous? Il y a 9 siècles, tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vrai! Dis-moi un peu ça, chauffeur. C'est pas un lolo machin, c'est pas du top. C'est du vrai de vrai. Du métal. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il est dans un sale état. Était-il capable de bouger à l'époque? Aucune technologie n'en est encore capable. Et lui, il a pas l'air né d'hier. Je vais monter dedans! Grave! Allons-y! C'est parti! Là je voulais faire la vanne à la base de
Je sais que le passé c'est le passé. Et ça fait clic. Clic, bon. Mais après je me suis dit non. Mais vu que je viens de le faire, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Du coup bah voilà. Le passé c'est le futur. Non, le futur c'est le passé. Putain, j'ai même réussi à me tromper. O'Hara il y a 22 ans. Vegapunk qui était donc dans son laboratoire il y a 43 ans. Et Dragon, enfin qui a 43 ans pardon. Et Dragon de l'armée révolutionnaire qui avait 33 ans à cette époque. O'Hara est un élément extrêmement important dans l'œuvre et ça on l'a toujours compris puisque on apprend aussi à cet instant que Clover était un pirate aussi d'un ami de Vegapunk. Et ça on l'avait déjà dit. Et que justement tous les livres d'O'Hara sont actuellement sur Airbaf et dans la mémoire de Vegapunk. Et puisque bah Vegapunk arrive à s'échapper de Egghead, enfin Lilith en tout cas arrive à s'échapper de Egghead avec l'équipage des légendaires des géants et des chapeaux de paille, elle devrait elle aussi, enfin Vegapunk devrait aussi pouvoir mettre au service de Airbaf sa mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est que Vegapunk s'est rendu sur Airbaf, a lu tous les bouquins, il est revenu sur Egghead, et là il revient sur Airbaf. C'est cool, autant y rester de base, connard. Non, je déconne bien entendu. Mais dans tous les cas, ça veut dire que si par exemple Airbaf venait à être détruit parce qu'il y a tout le savoir, tout ça, machin, le gouvernement pourrait l'attaquer, tout ça, purement spéculatif, hein, bah ça fait que tout les données restent dans le cerveau de Vegapunk. Et enfin, et là on va pouvoir parler justement de Emmet. Emmet, qui c'est? C'était un compagnon de Joy Boy, avec une petite séquence qui est toute choupie, toute mignonne, et pareil, j'ai eu un peu la larme à l'œil, parce que moi je suis extrêmement sensible, comme je vous l'ai dit. Joy Boy a gardé en lui du fluide de... non, pas du tout, non, c'est pas du tout ça, non, c'est Emmet qui a gardé le fluide de Joy Boy en lui. Alors, c'est dégueulasse dit comme ça, mais le haki c'est le nom en japonais, et en français on a le fluide, alors j'utilise le fluide et je vous chie à la gueule. Donc, c'est un élément qu'on avait déjà eu en tant que notion avec Aredas qui d'ailleurs est communiqué par Vegapunk à la fin de l'arc pour le travail. Élément donc qui était de foutre une petite énergie dans une corde. Et donc là on apprend que le fluide de Joy Boy a été concentré à l'intérieur de cette corde, de ce nœud, et que lorsque Emmet a lâché le nœud, le fluide de Joy Boy a permis d'exploser la gueule à quasiment tout le monde, et permettre au chapeau de paille de s'échapper. Et on a une réaction de Imu qui me fait hurler de rire avec le contexte de ce mème. Ça me fait fumer, je trouve ça trop drôle. Mais bref, Emmet était quand même heureux avant de perdre, puisque il a eu l'impression de revoir Joy Boy en la personne de Luffy. Confirmant donc un élément qui est assez intéressant et qu'on avait déjà tous en tête, c'est le fait que oui, Joy Boy est un peu l'héritier spirituel de Nika et Luffy en est ainsi. Sans déconner, on sait très bien que ces personnages ont des choses à voir ensemble. Je ne dis pas que Luffy et Joy Boy sont la même personne, attention, je suis pas complètement débile non plus. Voilà, on sait que l'histoire se répète, qu'il y a des échos, que machin, que bidule, que chouette, et c'est vachement cool, c'est extrêmement pertinent. Raconte-moi un peu. De quoi as-tu été le témoin? Vous avez raison. Vous avez raison. On arrive sur la dernière partie avec Blood Valley, le flashback de Kuma et toutes ces choses. Alors avant, j'ai envie quand même de dire un truc, parce que bon, j'ai vu certaines personnes qui font de l'analyse de gauche à droite, qui, lorsque le flashback de Kuma est arrivé, ont dit, rappelez-vous, il y a 40 ans, on vous a dit que le flashback de Kuma, il serait super important et tout, et qu'on apprendrait des choses et que ça va révéler quelque chose de super et tout. Messieurs, mesdames, j'ai envie de vous dire d'aller vous faire enculer. Et très sincèrement. Parce que forcément que le flashback du personnage le moins parlant, le plus mystérieux, va révéler quelque chose d'intéressant. Forcément, bande de connards. Enfin, c'était sûr en fait. Vous n'êtes pas des génies, vous êtes juste logiques. Allez vous faire enculer, très sérieusement. Bon, Kuma est un personnage qui a la réputation du tyran. Ça, c'est une connerie qui est venue de la part du gouvernement mondial, c'est cadeau. Son père s'appelle Krap et Kuma est un descendant de Buccaneer. C'est un culte, c'est une tribu qui voue un culte autour du dieu soleil de Nika. Sa mère était humaine et son père était Buccaneer.
Enfin, Boucanir, pardon. Boucanir, pardon. La famille a fini en tant qu'esclave. On a eu donc un destin assez tragique pour sa maman qui est morte, supposée d'épuisement, et son père s'est fait abattre devant lui parce que il faisait le dom-dom-dom, il faisait trop de bruit pour un dragon céleste. Kuma a donc eu une enfance assez facile et non traumatisante, bien entendu, je déconne. Ce qui a pu changer la donne s'est passé il y a 38 ans. C'est l'incident de God Valley. Sur cette île, l'équipage de pirates de Rox, reconnu comme étant le plus féroce de tous les temps, a été dissous. Personne n'avait jusqu'alors réussi à arrêter cet équipage démoniaque, jusqu'à l'arrivée d'un certain Garp, vice-amiral de la marine. Retrouvons-nous maintenant sur God Valley, moment où nous apprenons la famille Manmeyer, hein, par ailleurs, et le fameux jeu de la traque. Oui, parce que tous les dragons célestes, ils ont un petit kit. On va sur une île qui est pas affiliée au gouvernement mondial et on fait un jeu, c'est le jeu de la traque, où on prend les personnes qui vivent sur l'île, les autochtones, on les chasse, et puis bah, celui qu'on a buté le plus, il a gagné des points et il gagne un prix spécial, etc. etc. Super bande d'enculés, hein. Et donc cette fois-ci, le jeu de la traque se fait sur God Valley, la vallée des dieux, parce que le pays n'est pas affilié au gouvernement mondial, et aussi c'est un sacrilège d'avoir ce genre de nom, alors que c'est nous les vrais dieux. Bref, cette fois-ci ça va pas se passer comme prévu, puisque le trésor de la ruche a été volé. Alors, personnellement, je ne sais pas vraiment ce que pourrait être ce fameux trésor de la ruche. On sait que parmi les prix spéciaux, il y avait des fruits du démon, dont le fruit du coussinet et celui du dragon modèle bleu azur que Kaido va récupérer plus tard. Big Mom l'a récupéré à ce moment-là et lui a donné, et c'est ainsi que la dette entre Kaido et Big Mom a été créée. Et c'est comme ça que Kuma a eu les pouvoirs de son fruit du démon, lui aussi. Et le trésor de la ruche, ça va pas plaire à un certain équipage légendaire du nom de l'équipage des Rox. L'équipage des Rox est constitué donc grâce à ce chapitre qui nous présentait l'équipage, vu qu'on avait certaines infos en amont, mais là au moins on a quelque chose de véritablement physique et aussi on a quelques petites informations concernant certains autres personnages. Donc on a pour sûr à 100% Newgate, Stussy, Gloriosa, Shiki, Linlin, Kaido, le Captain John, et d'autres là dont j'ai oublié les noms et ceux qui n'ont pas de nom, mais voilà. Donc c'est quand même plutôt vachement cool d'avoir ça. Même si on ne sait toujours pas à quoi ressemble Xebec, je sais plus comment il se prononce en VF. Et bien entendu, c'est un événement assez important, puisqu'on a aussi l'équipage de Roger, l'équipe, pas l'équipage, mais Garp, avec du coup, si vous voulez, l'incident de God Valley, justement, c'est un peu le endgame du passé dans One Piece. C'est-à-dire qu'on a toutes les grosses têtes qui sont au même endroit et qui se foutent sur la gueule, quasiment. Quasiment parce que Sengoku n'y est pas, Kong n'y est pas. Et voilà, tout le monde se fout sur la gueule. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est là d'ailleurs que Garp a eu son titre de héros de légende. Et bien entendu, Figure Garling, OMG, il est trop beau, c'est le plus fort, blablabla. Champion de God Valley. Donc champion de la chasse à l'autochtone. Champion des fils de pute, quoi. Bref, après quoi, Kuma s'est échappé de God Valley, tout ça, il retrouve sa liberté. Et il est avec Jinai, qui d'ailleurs n'est pas la sœur de Ivankov. Attendez, je vais le répéter. Attendez. Jinai n'est pas la sœur de Ivankov. Mesdames, messieurs, ça fait partie de la traduction nul à chier du jeudi, c'est-à-dire que la traduction du jeudi nous dit « Hey, il a une grosse tête mon frère !» Et dans la traduction officielle, c'est « Hey, il a une grosse tête lui !» Alors à moins que l'animé vienne me chier au visage dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent plutôt, Jinai n'est pas sœur d'Ivankov. Bonnie n'est pas la nièce d'Ivankov. Arrêtez d'être con. Merci. Et on retrouve à cet instant certains des membres du futur équipage de Bonnie, que d'ailleurs on ne reverra plus, puisque l'équipage d'après Bonnie s'est perdu en mer. Très bien, super. Et là on apprend certains éléments sur les pouvoirs du fruit du démon de Kuma. Élément qui est aussi mis en perspective avec, enfin en parallèle pardon, de lorsque Zoro s'est pris la douleur de Luffy. Kuma peut récupérer la douleur,
mais la douleur ne peut pas disparaître, il faut que quelqu'un la prenne et il la prend lui. Kuma est un homme gentil depuis le début, et surtout un homme extrêmement gentil. Bref, à un moment donné il est en prison, il est sauvé par Dragon et les débuts de l'armée révolutionnaire. Et d'ailleurs Ivankov justement fait partie des révolutionnaires à ce moment. On a un ennemi, on sait pas trop, il y en a qui supposent que ça pourrait être Figarland, mais je vois pas ce qu'un dragon, enfin un chevalier divin viendrait foutre sur la terre de pleutre. Pour enlever Jinai. Jinai, justement, est morte d'une maladie, et la fameuse écaille de sa fille. Oui, c'est aussi à ce moment-là que Dragon a eu son fameux tatouage, je dois ce que c'est. Jinai, d'ailleurs, donc, morte de maladie. Alors, il y a plusieurs éléments. Soit Saturne aurait fait des expériences sur elle, et il y en a qui pensent que Figarland l'aurait aussi baisé. Ouais, bof. Dans tous les cas, Bonnie a aussi cette maladie, et elle est incurable, en théorie. Et elle va crever avant ses 10 ans. Le roi de Sorbet, donc là où Kuma vit, la merde. Kuma, il parcourt le monde pour trouver un remède pour sa gamine. Les fameux lieux qu'il a visités durant les fameux... Enfin, l'ellipse des 2 ans. Là, on va retrouver tout ce beau monde et on comprend justement que Kuma les envoyait à ces endroits parce qu'il les connaissait, il savait bien entendu que c'était safe pour eux. Moi, j'espère. Il va trouver Vegapunk, on va avoir tout ce moment un peu d'émotion avec le côté pacifista. Des guerriers qui sont là pour protéger la veuve et l'orphelin, qui seraient comme lui, des gens pacifistes, on les appelle pacifistas. Moment d'émotion assez sympa, et Saturne fout la merde. Tu avais vu juste, je suis en effet un cyborg. Mais différent de Franky, j'appartiens à une autre catégorie. Je suis ce qu'on appelle un pacifista, un prototype d'arme humaine développé par le gouvernement mondial. Un pacifista, tu dis? Mon créateur est l'éminent chercheur qui œuvre pour le gouvernement, le docteur Vegapunk, l'homme le plus intelligent du monde. Son savoir en matière scientifique est tel qu'il ne faudra pas moins de 500 ans à l'humanité tout entière pour atteindre son niveau de connaissance. Un corps ultra puissant, allié au pouvoir que te donne le fruit du démon. Autant dire que mes chances de te vaincre sont vraiment... C'est le rayon laser de Kizaru. Vegapunk a reproduit la puissance de combat de Kizaru. Il l'a couplé au corps de Bartholomew Kuma. L'élaboration des pacifistas a déjà atteint un stade très avancé. Kuma, je t'en prie! Ça suffit! C'est moi! Tu ne reconnais plus mon visage! Si tu n'arrêtes pas, je vais devoir répliquer! Comme tout le monde, ma patience a des limites! Je ne sais pas de quelle nature était votre relation, mais tu devrais laisser tomber. Ça ne sert à rien de lui parler. Commandant de l'armée révolutionnaire Emporio Ivankov. Donc Flamingo, de quoi tu parles? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Il me semble que tu étais ami avec Bartholomew Kuma. Eh bien, l'homme qui était connu sous le nom de Kuma le tyran est mort à présent. Non. Mais enfin, de quoi tu parles? Kuma devient grand corsaire pour remplacer Hanafuda, qui est battu par Ace. D'ailleurs, concernant Hanafuda, on s'est pas dit clairement que c'est Hanafuda, mais c'est un corsaire qui a été battu par Ace. Et ce corsaire a été répandu dans un SPS comme étant, Hanafuda. Hanafuda, en gros, ça a été révélé dans l'SBS du 111, c'est le papa de Ulti et Page One, c'est un gars qui était fan Zoan dinosauresque.
il était rival de Kaido, puis il l'a aidé à vouloir devenir roi des pirates. À un moment donné, il s'est fait battre donc par Ace, il a été destitué de son rôle et il s'est fait niquer par des pirates de pacotille. Voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins à dire. Hanafuda, c'est un personnage qui est assez cool dans son design et dans son idée. Il permet de combler des petits éléments de lore assez sympas, mais faire une vidéo de 20-50 minutes sur lui, ce serait se foutre de votre gueule. Voilà, ça tient en quelques mots, et c'est tout. Après quoi, notre cher Kuma devient un pacifista par lui-même, et donc renonce à toute pensée et conscience. Ainsi, Kuma se fait opérer, Bonnie est sauvée, et son destin se retrouve scellé. La vie de Kuma est en parallèle de l'évolution des chapeaux de paille sur l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et il a une fin poétique et triste. Comment? Vous savez pas qui je suis? Non, aucune idée. Je fais aussi partie de ce qu'on appelle la génération terrible. Mon nom était cité à côté du tien, je te ferai dire. Ah oui? Alors toi aussi on te traite de sale gamine? Jamais vu une andouille pareille. J'étais sur l'archipel des Sabondi il y a 2 ans, moi aussi. Moi, c'est Bonnie. Retiens ça, on est ennemis. Même si tu m'as sauvé la vie. Je te remercie pour ça. C'était rien du tout, tu sais, Bonnie. C'est Bonnie, je te dis. Pourquoi t'as fait ça? Concernant Bonnie, après, on a quelques petits éléments qui sont assez sympas. C'est le fait que justement, Barbe Noire l'ait kidnappée tout en sachant à peu près qui elle était, ce qu'elle représentait et tout. Pareil pour Akainu, le fait qu'elle soit vraiment recherchée. Le fait qu'elle soit pas forcément si forte que ça. Enfin, en vrai, elle est assez badass, mais elle est pas si forte que ça. Et elle a une prime de 320 millions de berries. Alors que c'est une gamine de 10 ans, ou 12 ans. Enfin bref, c'est une gamine. Et c'est aussi dû par rapport au fait qu'elle est recherchée. L'arnaque qui était là aussi avec le gouvernement mondial, c'est que justement, Bonnie était sauvée, ça c'était dans le contrat, mais après, elle serait libre. Ce qui était faux, puisque le gouvernement, voulait la garder. Elle a réussi à être moins conne que ça et à s'échapper, et à mener sa vie de pirate tout en cherchant son père, qui lui faisait attention à ne pas croiser son chemin, pour ne pas lui faire de mal par rapport à ça. Enfin, je veux dire... Lui, il était en train petit à petit de perdre son humanité, il voulait pas la blesser, il voulait pas lui faire de mal, donc il a préféré se sacrifier par rapport à ça. Kuma est un personnage qui du début à la fin a souffert, et qui a enfin son bonheur, même s'il est toujours en tant que robot, même si le processus ne peut pas vraiment être inversé. Il a pu voir Nika avec du moins la figure, et là, il se trouve actuellement sur Erbaf, en paix avec elle. Pour le moment du moins, l'arc Egghead est un élément, enfin est un arc extrêmement essentiel concernant l'univers entier de One Piece. Non pas sur tout simplement les personnages principaux, mais sur le lore en soi, concernant l'état actuel du monde. Je veux dire, les enjeux ont doublé, triplé, quadruplé d'un coup, et aussi l'arc a permis de développer pas mal de personnages, sont surtout Bartholomew Kuma, le tyran à la réputation mauvaise, le monstre de puissance au cœur tendre. Et donc, pour conclure, nous sommes en route pour Erbaf, et nous avons cette figure de l'ombre qui demande à nos héros de se dépêcher. Affaire à suivre pour l'arc Erbaf. On a décidé que l'explosion du volcan serait notre signal. Quand la montagne du milieu se met à gronder, c'est qu'il est l'heure d'aller se battre. Non, c'est stupide! Pourquoi vous vous détestez autant, au point de vous battre pendant plus de 100 ans? Réfléchissez, c'est idiot, et puis d'abord, pourquoi vous... Arrête, tais-toi! Pour lui, c'est pas ça qui compte, Vivi! Il a raison, c'est une question de fierté. Ça fait longtemps que j'ai oublié comment ça a commencé. Ça remonte à loin maintenant. Je ne sais pas si je ferai l'arc Erbaf au moment où l'anime commence ou pas. Enfin, déjà, faudrait que l'arc finisse en manga. Et je ne sais pas quand je ferai. J'avais prévu de base de faire les vidéos d'analyse sur les arcs narratifs au moment de la fin de l'arc en animé. Bon, vous voyez que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc je sais pas à peu près comment ce sera pour l'avenir. Aussi, je m'excuse si un peu le montage, l'organisation générale est peut-être un petit peu décousue, un petit peu étrange, un petit peu bizarre. C'est la première fois que je m'essaie à cet exercice. Et s'il y a des trucs que vous trouvez qui puent la merde, n'hésitez pas à bien entendu m'en faire part. Idem pour le positif, positif ou négatif, faites-moi bien part des choses. Encore une fois, juste évitez tout spoil sur l'arc d'Erbaf pour les gens qui ne sont pas au courant. Je suis au courant bien entendu de ce qui se passe, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément à jour. Et voilà. Et sinon, bisous, pas qu'on sort la prochaine merde et qu'est-ce que je ferai, donc voilà. Au revoir. Ta 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 ta.
vous ne mangeriez pas pendant ce temps-là, hein? Comme vous le savez, Oxty s'était proposé de nous guider à travers les mers, mais il fut blessé à Sabondi. Il est actuellement en convalescence sur l'île des Hommes-Poissons. Mais s'il a failli perdre la vie, c'est pour une raison précise. Et c'est exactement pour la même raison que Duval a failli perdre la sienne. Ils furent tous deux blessés alors qu'ils étaient en train de défendre le Sunny. Les forces de la marine avaient réussi à localiser le navire il y a à peu près 1 an. La bataille fut des plus féroces, et pour nos amis, elle se conclut par une défaite. Hein? Mais alors, dans ce cas-là, comment ça se fait que le Sunny n'a pas été détruit? Eh bien, parce qu'un autre guerrier est intervenu. Un autre guerrier? Il s'agit de la même personne qui nous a séparés il y a 2 ans. Je veux parler du fameux grand corsaire Bartholomew Kuma. Il y a quelques jours, quand à mon tour je suis arrivé devant le Sunny, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je t'attendais. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Ma mission est terminée. Le Sunny ne présentait pas la moindre égratignure. Plus tard, Rayleigh me raconta ce qui s'était passé. Je suis un officier de l'armée révolutionnaire. Je souhaite que l'équipage au chapeau de paille puisse s'enfuir. Je pense que vous vous en doutiez un peu, mais... en agissant de la sorte, il a bel et bien sauvé nos vies. Plus tard, après que nous avons disparu de l'île, Kuma rendit visite à Rayleigh et il lui dit ceci. Il me reste peu de temps. Je dois me dépêcher. J'ignore ce qui l'a forcé à obéir aux forces de la marine. Mais toujours est-il qu'il devint leur cobaye. Et petit à petit, son corps se transforma jusqu'à devenir un cyborg. Bref, bien avant la dernière guerre, il avait déjà compris qu'il ne serait plus jamais le même. Mais après qu'il nous a séparés, il n'avait absolument aucun moyen de deviner ce que nous allions bien pouvoir faire. Et pourtant, il nous a attendus au bateau, même une fois devenu un être entièrement recomposé. Il a obtenu une promesse de la part du médecin qui l'a transformé en cyborg, le docteur Vegapunk. Celle en fait de lui programmer une mission dans son système. Protéger le Sunny jusqu'à ce que l'un des membres d'équipage revienne à bord. C'est ainsi que durant 2 ans, et alors que son corps avait subi de profondes mutations jusqu'à se transformer en véritable machine, il garda en mémoire cet ordre qui, d'une certaine manière, était tout ce qui restait de l'être qu'il était auparavant. Ce que tu racontes là est complètement dingue. Pourquoi il aurait fait ça pour nous? À mon avis, ça a un rapport avec le fait qu'il appartenait à l'armée révolutionnaire. Cette même organisation dont le père de Luffy était le chef. Tu sais, je connais pas très bien mon père ni ce qu'il a pu faire, mais à première vue, ce Bartholomew avait l'air d'un brave type, non? Kuma. En tout cas, une chose est sûre. En agissant comme il l'a fait, cet homme nous a non seulement aidés, mais aussi offert 2 ans de répit. 2 années qui nous ont permis d'évoluer et de grandir. Aujourd'hui, il nous est impossible de lui demander quelles étaient ses motivations, mais souvenez-vous d'une chose. Quoi qu'il ait fait dans le passé, et quelle que soit la raison pour laquelle il nous a aidés, Bartholomew Kuma est et demeure quelqu'un envers qui nous sommes redevables. Mais si un jour vous recroisez sa route, rappelez-vous qu'il n'est rien d'autre qu'une arme à l'apparence humaine dénuée de tout sentiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je lui suis reconnaissant de ce qu'il a fait, mais il reste bon nombre de questions en suspens, dont j'espère nous aurons les réponses un jour.